Bonjour et ou bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode d'Arsenal French Club, le podcast. On espérait qu'avec le retour de la Ligue des Champions à l'Emirates, le match de samedi ou de dimanche de samedi soit oublié. Ça sera pas totalement le cas, on va y revenir, mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter mes invités du soir. On commence avec la rédac AFC et Louis qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce soir et qui doit être ravi d'avoir accepté l'invitation. Salut Louis. Salut Raoul, salut à tous. Et oui, très très ravi pour débriefer ce très grand moment de football. Ah, t'es vachement heureux, je sais. C'était ça ou les notes, alors tant Ah, pis c'est pour vrai. toi. Ensuite, de la team podcast, Bastien qui avait fait une pause de deux ou trois podcasts. Salut Bastien, comment vas-tu? Bonjour tout le monde, je peux aller comme le match de ce soir, ça va. Alors que ça va pas du tout. Et enfin, c'est avec un grand plaisir, non dissimulé, vraiment, que je reçois en invité, que l'on reçoit en invité, un ancien de la maison qui nous a malheureusement quittés pour des obligations professionnelles et qui a l'honneur d'être présent ce soir. Vous l'aurez tous deviné. Axel, bonsoir. Comment vas-tu? Ah, alors, franchement, entre la purge qu'on vient de voir et le fait de t'accueillir ce soir, je suis content de t'accueillir, vraiment. Mais je crois que le reste, on va y revenir, mais c'est... Franchement, c'est un super plaisir de refaire un podcast après. Je vais me passer quand le dernier, mais Bah, je crois que ça fait plaisir. c'était mars l'année dernière, peut-être, non? Mars de cette année, pardon. Ouais, ouais, peut-être, mais Mais ça fait ça super remonte, longtemps que ouais. j'ai pas fait de podcast sur ça. Donc, merci pour l'invite et je suis vos épisodes, je regarde. J'aimerais le dire, mais je suis super content de voir ton travail. J'aimerais comme te féliciter par rapport à ça, Merci. de te féliciter par rapport à la continuité, parce que je sais que c'est pas quelque chose de facile. On sait où j'ai pris le podcast, donc le fait que ça s'était arrêté, on a pu relancer, et je suis content de voir que l'équipe que j'ai laissée ben, continue à faire le boulot. Donc, félicitations à vous encore, les gars. Et c'est un réel plaisir d'écouter vos nouveaux concepts, les face-à-face et les autres, les débriefs. Donc, et d'entendre aussi d'autres personnes de la rédac, comme j'ai vu Jonathan, j'ai vu Corentin faire un face-à-face. Donc, voilà. Donc, merci à vous pour le travail. Et félicitations pour le choix de ton match. Tu es tombé vraiment pile poil au bon moment. C'est tip top. Allez, avant de commencer le podcast, on fait la tradition. Avant de commencer la compo, pardon, Axel, je sais que tu suis, on en a parlé avec Richard dans le face-à-face avec lui. Bastien, je pense que tu as écouté le face-à-face qu'on a fait avec Richard. Tu as entendu le prénom Axel, il est en face de toi, en tout cas tu le vois à la caméra. C'était lui l'ancien, le doyen, et qui a dû nous quitter. Donc voilà, tu vois à quoi il ressemble. Du coup, Enchanté. depuis peu de temps, Meshad a mis en place un concept que j'ai aimé reprendre lors du dernier match et qu'on va reprendre tout de suite avant la composition des équipes, messieurs. Ce moment s'appelle le moment passion, pour reprendre le terme de Meshad. Et en gros, pour vous le répéter ou l'expliquer à nos auditeurs qui ne l'auraient pas encore entendu, on va demander à nos invités du soir de nous donner le moment de passion, c'est-à-dire le moment, en tout cas un fait ou un sujet sur lequel ils aimeront revenir au cours de ce podcast. Et messieurs, je vous propose de donner la parole à l'invité du soir. Axel, quel serait ton moment passion? Ah, attends, j'essaie bien de comprendre. Un moment passion, quoi. Dans le match qui s'est passé là? Ouais, ouais, C'est très simple. Très simple, au moment, je crois que c'est entre la 25e et 30e minute. Partey, Partey qui joue très tranquillement. Il reçoit la balle, il arrive à relancer une contre-attaque, à tout de suite relancer une contre-attaque. Ça, c'est un moment passion. C'est pour ça que j'aime ce joueur. C'est ce côté hyper intelligent. Il a un QI football extrêmement élevé et c'est pour ça que je l'adore et que c'est mon joueur préféré d'Arsenal. ok. Euh, Donc ça sera le ah, focus sur Thomas Partey pour toi, du coup. Ok, c'est noté. c'est vraiment ce moment. Allez, Louis.
Donc, que je trouve un fait marquant dans ce match, c'est Le moment passion pour Louis, c'est la fin, la fin Oh du mon match. Dieu, oui, je Non, dirais non. le Alors plus. c'est vrai que le terme il peut prêter à confusion, pardon, messieurs, mais ça peut être quelque chose qui vous a énervé. En tout cas, c'est un sujet que vous aimeriez isoler et que vous aimeriez sur lequel on puisse revenir et faire un focus dessus. Donc ça peut être positif comme ça peut être négatif. Ça peut être Je vais dire la blessure de Calafiori. ok, ça marche. Et toi, Bastien? Et je suis partagé entre un moment sur le terrain et en dehors du terrain. Le moment en dehors du terrain, c'est quand tout le monde, à la fin du match, s'en va avant même de regarder la fin. Le stade était littéralement vide. Et le moment passion sur le terrain, moi, c'est quand même le boulot d'Avert que j'ai apprécié pendant le match. On l'a pas forcément beaucoup vu, mais ce qu'il a fait, moi, j'ai bien aimé en tout cas. Ça Donc marche. voilà. Allez, on lance maintenant ce débrief, messieurs, avec la composition de l'équipe. Dans les buts, David Raya, défense à 4 avec White, Saliba, Gabriel, Calafiori, donc la même défense que le week-end dernier, défense inchangée et on va dire somme toute traditionnelle, la défense type à mon avis lorsque tout le monde est fit. Au milieu de terrain, nous avions Partey, Rice. Pour moi, on évolue dans un 4-4-2, donc je vais mettre Martinelli à gauche et Gabriel Jesus à droite. Et devant, en permutation, on avait Havertz et Trossard. Alors, il y en a qui vont dire que c'était un 4-3-3 ou un 4-5-1. Finalement, on s'en fout un petit peu. La compo, les joueurs, le 11 de départ reste le même. Messieurs, traditionnelle question qui revient toujours. Qu'avez-vous pensé de ce 11 de départ? Lancez-vous. Qui prend la parole? Allez, je vais me lancer. Allez, Bastien. Moi, la compo, pour moi, c'est plus un 4-4-2, mais bon, bref. Euh, la compo m'a pas choqué. Par contre, que le brassard soit donné à Gabriel Jesus, ben, moi, c'est ça qui me fait tiquer un peu. J'aimerais bien être une petite souris pour savoir comment ça se passe dans le vestiaire. Parce que personnellement, Gabriel Jesus, enfin, c'est pas celui que je mettrais capitaine. Voilà. C'est la compo, pas de surprise, mais c'est juste le capitana qui m'a un petit peu choqué. J'étais devant ma télé, je me suis dit, dis donc, Ouais. capitaine Jesus. Dis donc. Alors, avant de donner la parole aux autres, je crois que c'est toi, Louis, en plus, qui l'avait mis sur le Discord. C'est toi qui allais checker, je Mm. crois, de mémoire. En fait, si tu veux, en début de saison, il y a un ordre qui est fait avec un capitaine attitré, qui est Ouais. de garde. Et après, tu as des sous-capitaines en cas de défaillance physique du capitaine. Et je crois qu'ils sont trois de mémoire, Louis, je sais plus. Il y a Saka, Oui. il y a Jorginho et il y a Gabriel Jesus. Ouais, bah c'est classique, hein, C'est comme ça, voilà. Après, mais on aurait pu penser que c'était Gabriel ou que sais-je, mais en tout mm. cas, bon, ouais, voilà. Mais j'aimerais bien être dans le vestiaire pour savoir quelle influence il a sur les autres, quoi, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il dégage. Voilà, c'est la question que je me Après, je posais. sais que traditionnellement, dans les clubs pro, en fait, il y a deux écoles. C'est soit le coach qui définit les capitaines et les capitaines Mm. adjoints, soit ils sont votés par les coéquipiers. Mais voilà. Après, pour toi, pour revenir sur la compo en elle-même, elle ne t'a pas choqué, elle te semblait Non. cohérente et c'est un peu ce vers quoi tu serais allé et Oui. ce à quoi tu t'attendais. Oui. Ok. Louis, Oui, bah moi c'est pareil comme Bastien, je pas choqué de cette compo parce qu'on a tenté de rebasculer sur un 4-3-3 la semaine dernière avec le carnage qu'on a eu contre Bournemouth. Donc le 4-4-2 c'était un peu nos certitudes de ces dernières semaines depuis la blessure d'Odegaard. Donc je suis pas, j'étais pas surpris par cette compo. Maintenant, quand on voit un peu le contenu du match, je suis même peu sûr que ce 4-4-2 soit au final une vraie certitude encore. Donc voilà. on a un Louis dépité ce soir. Ah ouais, non, mais là, je suis dans le pire. Je revois des images là, juste devant de ce qui s'est passé ce soir et je me dis, mais ouais, c'est pas rassurant. Et Axel, qu'as-tu pensé de cette compo? Moi, la compo, quand je la vois, je pense au mercato. Voilà. Je pense beaucoup au mercato. Je pense au fait que j'ai fait un podcast à l'époque où je disais que Arteta avait fait un gros boulot sur la culture du club, tout ça, mais que je ne crois pas en lui parce que je pense pas que c'est avec lui que Arsenal va gagner un titre. Et quand je vois la compo, quand je vois les matchs, ben, il me donne pas tort parce que
J'aime beaucoup Trossard. C'est un joueur très très intelligent. J'en ai déjà beaucoup parlé. Pour moi, c'est un joueur qui aurait pu et qui peut avoir le niveau de Cazorla. Sauf que il n'est pas juste du tout. Je pense qu'on en parlera plus longuement dans le Mhm. débrief. Euh, et quand je vois la gestion de ce mercato, quand je vois les matchs de Smith Rowe avec Fulham ou le prêt de Fabio Vieira, donc on n'a pas de 10, donc c'est pas notre milieu, il est inintéressant. Euh, Sans oublier que, je sais pas qui a dit ça dans le dernier podcast, je l'ai écouté et j'ai adoré quand cette personne a dit ça. La personne a dit, euh, Odegaard va revenir et on n'aura rien appris, du sens où le temps qu'il était blessé, il n'a même pas fait progresser Nwaneri. Mhm. Et ça aussi, c'est une critique que j'ai toujours fait à Arteta, dans le fait qu'il ne concerne pas les jeunes, il joue des bouts de match, mais c'est pas du tout intéressant. Et je pense que à la compo, moi j'aurais tenté un Nwaneri, j'aurais fait Raïs Partey et un Nwaneri devant. Tu le sors, c'est pas grave. Si c'est pas bon, tu le sors tôt, mais au moins tu essayes parce que pour moi c'est le seul qui a un niveau, le niveau d'un 10 dans l'intelligence et dans la manière de faire les choses. Et c'est vrai que Louis nous avait challengé, je crois que c'est toi encore une fois Louis qui nous avait challengé un petit peu à 2 heures avant le match pour savoir un petit peu quel compo on voyait. Oui, c'était toi qui étais à l'origine de Ouais, ça, je ouais, crois. tout à fait, tout à fait. Et là où je te rejoins un petit peu, Axel, c'est que pour moi, El Nwaneri devait, ben déjà sur les matchs précédents, on devait jouer, on devait revenir à un 4-3-3. Par contre, dans le 4-3-3, moi, la seule différence de toi, Axel, même si on parle pas des trois de devant, c'est que moi, je j'associais pas Rice et Partey, parce que pour moi, le vrai poste de Rice, là où en tout cas il s'éclate le plus, c'est en 6 et que du coup, sur un 4-3-3, je voyais mal évoluer vraiment avec deux 6 de métier, on va dire. Et du coup, je pense que moi sincèrement, je mettais Rice en 6, Merino un peu plus haut et Nwaneri, vas-y, amuse-toi avec le ballon. Et là où je suis un peu étonné, c'est que, pour vous donner mon avis, c'est que dans la titularisation de Gabriel, alors qu'il y avait d'autres solutions, notamment si on passait sur un 4-3-3, où moi j'avais dit Martinelli à gauche. Non, j'avais mis quand même Jesus à droite, je crois. Mais en fait, Jesus, pour moi, il a été titulaire aujourd'hui parce qu'il fait une bonne rentrée, même si on perd 2-0 sur la fin de match de ce week-end, où il est arrivé un petit peu comme un dynamiteur. Et je pense que c'est ce qui lui vaut la titularisation de ce soir. Mais Nwaneri a fait également une excellente entrée et lui, il est pas récompensé. Donc, encore une fois, alors je vais pas faire la même erreur que j'ai faite sur le dernier podcast où je crois qu'on a fait plus de 45 minutes sur la compo et les choix d'Arteta. Mais ouais, Nwaneri, du coup, Arteta parle de contexte, donc du coup, je suppose, je suis même sûr qu'il ne commencera pas contre Liverpool et je pense même que contre Liverpool, je me demande si on va pas évoluer en 4-2-3-1 tellement on doit avoir aucune certitude à la sortie des deux derniers matchs que l'on a fait. Mais je Attends, te... j'ai une question, une Ouais. dernière question. C'est-à-dire que toi, le milieu, tu aurais retiré par T. Ouais, je m'étais, alors c'était pas, je sais que toi tu adores ce jour-là, hein, mais parce que pour moi, en termes de 6 il y a deux vrais 6 bah, 3 avec Jorginho, mais il y a trois vrais 6 on va dire, dans l'effectif, qui sont Jorginho, dans le désordre, hein, Partey et Rice. Et pour moi, sur les trois, si je dois en mettre un, le plus performant en 6 pour moi, c'est Rice. Et que de voir évoluer Rice beaucoup plus haut, excentré sur un côté gauche, ça me fend le cœur à chaque match parce que je trouve qu'il est tellement perdu et qu'il est tellement inefficace et que dès l'instant où il redescend en milieu de terrain, en vrai 6 on va dire en libéraux du milieu de terrain, je le trouve hyper performant. Ça n'empêche que Partey fait une excellente première mi-temps et c'est pas dénigrer un joueur pour mettre l'autre, tu vois. Mais pour moi, pour moi, il n'y a pas photo en 6 entre Rice et Partey. Mais Ouais, je sais que ça va t'énerver. on Mais est, on est à 1 milliard, on est tellement pas d'accord. Parce que tu dis ça, mais qu'on va parler de la deuxième mi-temps plus en détail, mais je suis désolé. Quand Partey sort du milieu, Rice redescend en 6, le milieu est plus la merde. Donc, moi, je suis même pas d'accord avec toi. Pour moi, tu retires Odegaard, donc déjà, on n'est pas bon, mais tu retires Partey. Non, je suis pas du tout d'accord. Oui, Rice, un super 6 dans la récupération, dans l'effort, dans le côté latéral, mm. il arrive à faire ça, mais c'est pas quelqu'un qui arrive à distiller le jeu aussi bien que Partey. Donc, voilà. Bon, je te laisse continuer. Vas-y, vas-y.
Je sais qu'on va avoir plein de désaccords avec Axel, c'est génial. Il y a le cas Averse aussi, j'ai encore des souvenirs. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que tu es monté dans le train Averse depuis que tu as arrêté les podcasts ou toujours pas? Alors, j'ai aucun regret. J'ai fait un podcast pour dire que Havertz, il fait partie du 11 des flops. Et je le pense toujours. Pas par mauvaise foi, les gens diront que c'est la mauvaise foi, non. J'en parlais avec Randy et j'ai bien expliqué mon propos. Et aujourd'hui encore, pour moi, il me l'a montré. Bastien, j'attends ses arguments parce qu'il a dit qu'il a bien aimé le match d'Havertz. Mm. Euh, Moi, franchement, je trouve que Havertz, en tant que, à la place de Chaka, là, Odegaard, c'est nul à chier, quoi. C'est nul à chier. C'est pas bon pour moi. Par contre, je suis en termes d'attaquant. Franchement, j'en parlais à Randy, je lui disais, frère, j'ai l'impression que c'est. Allez, j'abuse un peu, mais un peu Van Persie. Je suis vraiment choqué de sa progression en termes d'attaquant, les têtes. Parce que même en défense, on l'oublie souvent, mais c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de ballons de la tête. Il fait un gros travail en défense, etc. Et en attaque pour moi, j'ai aucun débat. Mhm. Franchement, j'ai aucun Mais débat, au rien à niveau de dire. l'assaut, personne n'a le débat, hein, d'ailleurs, hein. Non, On mais est tous, on est j'ai aucun unanime, débat sur ça. on est unanime Mais, pour dire que Havertz, sa place aujourd'hui chez nous, c'est devant. oui, on est d'accord sur ça. Mais moi, j'ai toujours critiqué Havertz sur le fait d'être le remplaçant de Chaka. J'ai toujours trouvé ça bête, stupide. Et Mhm. je reste sur mon avis que ce n'est pas son poste et qu'il n'est pas assez bon pour ça. Donc, pour moi, il reste un flop en termes dans le fait de remplacer Chaka. Par contre, dans le fait de l'avoir remis en termes de 9,5, Mm. 9. Oui, oui, il a su lui redonner confiance et ça, c'est un vrai succès. Ça, il faut le remettre, il faut rendre à César ce qui est à César. Ça marche. Tout le monde y est passé pour la compo? Louis, tu avais donné ton avis sur la compo? Oui, je crois, hein. Oui, oui, je l'avais donné. Ouais, ok. Donc voilà, donc messieurs, on rentre dans le vif du sujet du match. Deux salles, deux ambiances, franchement. Première mi-temps, deuxième mi-temps, c'est le jour et la nuit. Mais on va peut-être commencer par la première période, parce qu'on dit pas mi-temps, on dit période. Alors dans cette première période, il y a eu 15 très bonnes premières minutes, je trouve, où on a mis énormément d'intensité, où on a pressé très très haut. Qui veut prendre la parole sur la première mi-temps de façon générale et puis après on s'arrêtera sur le premier moment clé du match, à savoir le but, le CSC, pardon. Qui se lance? Bon, allez, je vais le faire. Allez, vas-y. Non, oui, bah première mi-temps, assez étrangement, on démarre un peu pied au plancher alors que c'est quand même rarement de nos habitudes. Donc ça, c'était plutôt appréciable. On a vu l'équipe du Shakhtar quand même qui a connu quand même pas mal d'erreurs techniques aussi dans ses sorties de balles, etc., qui nous ont donné pas mal de cadeaux. Le but vient, je pense, justement nous récompenser. Mais après, on sent quand même qu'il y a des doutes qui se sont quand même installés petit à petit, même en première mi-temps. On sentait une équipe qui, même défensivement, commence à douter. J'ai vu des erreurs défensives qu'on faisait pas il y a encore quelques semaines, alors que c'était justement le fait d'être compact et défensivement très fort, c'était notre gros point. Et là, je sens une équipe qui commence à douter. Je vois des erreurs techniques, des erreurs de transmission. Je vois Trossard qui n'a plus sa tête à l'endroit, qui fait des erreurs toutes bêtes. Je vois Saliba qui fait aussi des erreurs d'intervention, des erreurs de passe, etc. Donc, on a senti une équipe qui a commencé à douter au fur et à mesure du match, même si, bon, techniquement, on était quand même un cran au-dessus. Mais bon, c'était une mi-temps, on va dire, correcte comparé à Bournemouth. Mais c'est vrai j'attendais peut-être personnellement peut-être un peu plus de maîtrise, de calme et aussi d'instinct tueur parce qu'on a eu quand même les occasions qui étaient énormes. Et à ce niveau-là en Ligue des Champions, on doit les mettre. En fait, il y a pas de. Quand je repense à l'occasion de Calafiori, quand je repense à l'occasion de Gaël Jesus, etc. Ça, c'est des occasions quand on arrive en huitième ou en quart, on peut pas se permettre de rater ça. C'est pas possible. C'est clair. Après, là où je te rejoins
Beaucoup moins, c'est que tu dis qu'on n'a pas l'habitude de commencer les matchs forts. Justement, je trouvais que sur les derniers, alors pas sur le dernier match, mais sur les matchs avant la trêve, on arrivait à mettre cette intensité assez rapidement, après c'est haut, etc. Et c'est ce qui nous mettait aussi rapidement dans le match. Et dès l'instant où on le fait pas en début de match et qu'on montre une certaine frilosité, c'est là où généralement ça annonce des matchs qui sont pas très très agréables à regarder. En Mais fait, le problème, c'est oui, effectivement, on arrive à mettre beaucoup d'intensité, mais on n'arrive pas à tuer le match sur nos moments forts, en ouais, fait. bien Et sûr. ça, c'est un problème. Ça, En tout cas, c'est. on a joué très très haut et on a récupéré un nombre incalculable de ballons. Je crois que le Shakhtar, ils n'ont pas dû sortir beaucoup jusqu'à la 30e, voire même la 35e minute, sauf des erreurs de Hmm. relance de notre part, etc. Et on aurait dû tuer Euh, le match à ce moment-là, je pense. On aurait dû vraiment tuer le match à ce moment-là quand on avait l'occasion. on est d'accord. Axel, t'as pensé quoi de cette première mi-temps, toi? Franchement, je vais laisser Bastien parler parce que ce que Louis a dit, c'était parfait. C'est totalement ce que je pense de la première mi-temps. J'ai rien à rajouter, je vais juste répéter. Donc, Ok. vas-y, Hmm. Bastien, on t'écoute. Moi, à ajouter, je rajouterais juste peut-être que on avait nos circuits, on a fait tourner le ballon, on a profité de quelques erreurs techniques du Shakhtar, mais on a commencé peut-être à douter en fin de première mi-temps. On a vu que ça commençait à plus marcher, que nos circuits ils étaient plus trop efficaces et on a manqué un peu cette étincelle. Heureusement qu'il y a eu Martinelli, mais je trouvais que c'était au final sans, sans vraiment. Il n'y avait plus de peps. En fin de première mi-temps, on a commencé à voir les Ukrainiens un peu revenir, un peu tambour battant, et on a commencé à douter. Moi, je rajouterais juste ça. Même malgré le but, on a vu un groupe en face, les Ukrainiens, qui revenaient un peu plus sereins et on a commencé à douter. Et puis bah là, du coup, quand on est revenu de la mi-temps, on a vu ce qui s'est passé. Voilà, moi je suis surtout senti comme ça. C'était d'une manière stérile. Et quand on a vu que nos circuits ne marchaient plus, et voilà, on a commencé à douter fin de première mi-temps. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Le problème, c'est qu'on a un énorme problème de créativité et ça, Mm, c'est. On a réussi à, entre Mm. guillemets, Enfin, pas le gommer, mais je pense qu'on a pris le parti de dire, bon, ok, on va sacrifier la créativité au profit d'un peu plus on va dire, de contrôle et d'un bloc mm, solide avec un 4-4-2. Mais là, on voit que même quand on commence à douter défensivement, bah, défensivement, on concède et offensivement, on ne crée rien. Et ben, mm. ça crée la purge qu'on a eue ce soir. Mais si seulement on avait un milieu offensif sur le banc qui attendait que ça, quoi. Quel dommage. Un petit jeune comme ça qui vient de l'académie. Ah non, mais je vais pas Mm. revenir sur le sujet, mais enfin, C'est on vraiment en a déjà, dommage c'est vraiment dommage de pas l'avoir. on en a parlé en début de podcast, mais Ouais. là, je comprends pas la gestion d'Arteta sur le Canon Neri. Pourtant, j'ai assez défendu Arteta sur l'utilisation on va dire, de ces petits jeunes, etc. Alors, je veux bien comprendre que sur les saisons précédentes, on avait des petits jeunes qui n'étaient pas au niveau, peut-être même pour 10 minutes, même pour 15 minutes. Mais là, enfin, sur le peu de minutes qu'il a eu, il a montré quand même qu'il était au niveau, qu'il avait du ballon. Et là, je ne comprends pas. Et l'entendre parler de contexte favorable pour lancer, alors que le contexte, c'est d'avoir fait partir ESR et Fabio Vieira en prêt, justement, pour permettre son éclosion. Et après, il dit, ah ouais, mais je sais pas si le contexte est le bon. Bah, désolé, mais c'est qu'il y a un truc qui a été raté au mercato. C'est que tu peux pas tenir ce double discours avec le mercato que tu as effectué. C'est pas possible. Donc, je comprends pas sa gestion du Can Nwaneri. Ça commence un peu à m'interpeller. Parce que j'espère que du coup, ça veut dire que quelque chose n'a pas été loupé au mercato. Parce que ça, c'est un truc Tu, qu'on peut traîner pendant très très longtemps. Et là, je vous réinvite à tu sais, réécouter tous les podcasts sur le bilan mercato, tous les podcasts qu'on a fait sur Ouais. la gestion Arteta, le podcast qu'on avait fait sur Arteta où il devait s'améliorer dans la rotation, dans l'introduction des jeunes, leur donner plus de temps de jeu, leur faire confiance, etc. Tout ça, ça a été dit, redit, on y vient toujours. Et moi, ces phrases à la Arteta en disant le contexte n'est pas le bon, etc. Alors, je vais être un peu plus virulent que toi, même si ça, je te l'ai pas dit, Axel. On essaie de dire pas trop de gros mots dans les podcasts maintenant parce qu'il y a des petits enfants qui nous écoutent. Mais Arteta commence à m'emmerder très clairement avec ces phrases qui puent et qui contredisent tout le travail qui a été fait, ou tout, pas le travail, mais toutes les décisions qui ont été prises en amont. Il y a rien de cohérent. Et sur ce point-là, Arteta commence vraiment à m'agacer. Vraiment. Oui, et Parlons. puis surtout que enfin, tu sors d'un match de Bournemouth quand même qui était une purge absolue. Le 4-3-3 ne fonctionne pas. Tu dis, bon, est-ce qu'on va retenter quelque chose? Tu peux retenter quelque chose à la maison contre le Shakhtar en Ligue des Champions. Le Shakhtar, quand même, qui est une équipe quand même, logiquement largement prenable.
Mais si ça, c'est pas contexte favorable, ça veut dire qu'une fois que Côte-Garde va revenir, mais le petit Nwaneri, il aura aucune chance d'intégrer soit le 11 de départ, soit d'avoir des minutes. Enfin, je vois pas comment là actuellement il va pouvoir faire pour lancer Nwaneri une fois qu'Odegaard sera de retour. Je ne comprends pas. Et du coup, c'est pas du tout cohérent avec le mercato qui est effectué. Et ça, c'est un problème. Il va lui donner des miettes en club. Pardon, Axel, quand j'ai pris la parole, j'ai vu que je t'ai coupé. Excusez-moi, tu voulais dire quelque chose? Ouais, non, non. Moi, ça me fait sourire parce que c'est pour ça que je dis que moi, je crois pas en Arteta. Parce qu'Arteta, je le dis, c'est le gars. Il a un plan A excellent. Il a un plan A excellent. C'est le gars, tu vois, quand il a son 11, Arsenal peut battre n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, c'est n'importe qui. Les gens Mhm. ils sont en forme, il peut battre n'importe qui, ça, c'est pas un souci. Mais je suis désolé, Arteta, il n'a pas de plan B. Et tu vois, ça, c'est un truc pour moi qui, ça me dérange profondément. Et j'ai toujours pris cet exemple en disant que moi, dans ma vie, j'ai un poste de dirigeant. Dans mon poste de dirigeant, j'ai pas qu'une équipe. Tu vois, moi, je suis dans la restauration. J'ai des extras au cas où. Parce que ben, un cuisinier peut être malade, un serveur peut être malade, un barman peut être malade. Donc, tu dois savoir gérer ce genre de choses. Tu ne peux pas avoir une équipe là, être ric-rac, et le jour où il y a un qui n'est pas là, alors que tu sais, ils peuvent être en maladie, ils peuvent être en vacances, ils peuvent avoir tellement de choses, parce que c'est l'être humain, et tu n'as pas de plan de secours. Et ça m'a toujours dérangé chez Arteta. Et c'est pour ça que euh, moi, je vois les saisons avancer, blablabla, avec ces, ouais, moi je veux 114 points. Hey, frérot, 114 points, tu n'auras pas 114 points, donc arrête de moi côté des bobards. Et le truc, c'est que, oui, on est toujours obligé. C'est-à-dire que le problème, c'est que parler du match, tu peux en parler. Mais tu dois toujours contextualiser ce match. Et malheureusement, pour moi, tu es toujours obligé de revenir, toujours au même point, comme je l'ai dit au départ, comme lui vient de le répéter. Je suis désolé. C'est-à-dire que dès le moment où tu décides de prêter Nelson, faut pas oublier, Nelson, il a été formé en tant que 10 à la base. D'accord? Il a beaucoup joué ailier, mais à la base, c'est un créateur. D'accord? Donc, il a été formé en tant que 10. Tu le prêtes. OK, bon, OK. Tu vends l'enfant du club. Alors là, bon, bon, tu me tues, mais bon, c'est pas grave. Tu vends l'enfant du club, qui est numéro 10. Et ensuite, celui que tu as acheté pour le faire progresser, tu n'as pas réussi à le faire progresser, tu le renvoies dans son club d'origine. Et le jeune qui est là, tu me dis que tu n'arrives pas à le faire progresser. Et moi, ce qui m'embête, c'est que Louis a dit quelque chose. Louis a dit, il peut comprendre qu'à l'époque, peut-être que les jeunes n'étaient pas assez bons. Mais même ça, moi, je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas le comprendre parce que quand tu regardes l'exemple des autres grands clubs autour, je prends l'exemple de Klopp ou même de Guardiola, c'est des gens qui sont capables de sortir des jeunes. Même Guardiola qui a un budget illimité. Il y a un moment où Liverpool, ils ont eu une cascade de blessés. Il a quand même réussi à sauver sa saison et il a quand même réussi à sortir des jeunes. Je suis désolé, je le répète, Saliba, c'est par Arteta. Saka, c'est par Teta. Smith Rowe, c'est par Teta. Et ok, franchement, Martinelli. ouais, mais Martinez, c'est Emery aussi. Non, je crois que c'est entre Emery et Wenger, je crois. Ils l'ont acheté, mais il Voilà, était mais très très c'est pas jeune. lui. Où je veux en venir, c'est que oui, ok, les mecs, ils sont bons. Mais bon, même Ben White. Ben White était déjà fort à Brighton. Rice, c'est pas toi qui l'a fait progresser. Frère Rice, on le connaît, il se tueur Hmm. depuis un moment. D'accord? Partey, oui, tu l'as acheté, mais Partey était déjà très fort à l'Atlético, il était déjà considéré parmi les meilleurs joueurs là-bas. Gabriel, c'était déjà un très bon défenseur de Ligue 1. Calafiori, tu l'as acheté, mais bon, pareil, c'était déjà un grand défenseur. Ok, moi, je veux voir ta capacité à sortir quelqu'un du bas et à le faire monter. Ce que, exemple, j'ai vu avec, comment ça s'appelle? Avec Wenger. Wenger l'a fait, exemple, même à Monaco, avec Thuram. On oublie, mais c'est Thuram, c'est lui. Petit, Thuram, petit. Georges Weah, mais bien sûr, tous ces gens-là. Et ensuite, on a eu Chamberlain, Walcott, Wilshere, Gibbs. Alors, bien sûr, il y a eu des ratés parmi ça, je suis d'accord. Mais il a quand même su faire les gens grandir. Donc, moi, me dire que Arsenal n'est pas capable de sortir un jeune compétent, franchement, c'est la folie. Là, il y a un petit jeune en ce moment. Bon, il est trop jeune. Il a 14 ans. Je crois que c'est Doan. Mm.
C'est un tueur. Franchement, j'espère que lui, dans 2 ans, on va réussir à faire quelque chose avec lui. Et ça, je le dis pour tous ceux qui écoutent, enfin, qui regardent les matchs des jeunes. Autre chose, on parle d'attaquant. Arsenal a volé le meilleur prospect il y a 3 ans à Fulham, qui était Mika Biret. On a fait quoi de lui? On a rien fait de lui. Pareil, on a vendu Balogun pour garder Nketiah. Finalement, alors Balogun, c'est pas forcément ça à Monaco, mais je pense que déjà c'est peut-être mieux que Jesus actuellement. En gros, ce que je veux dire, c'est que on a eu des talents, mais il a jamais su le faire progresser. Donc voilà. J'adore. Tu reviens quand tu veux. Et Mais il a jamais pioché, il a jamais pioché chez les jeunes. Il a jamais tenté des coups de poker comme on a pu avoir avec Wenger. On n'a jamais eu des coups. Et il a jamais testé vraiment et donné une grosse chance à un jeune de l'académie. Il n'a Mais pas. c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Balogun. Et c'est pour ça que je Ouais. disais que je comprends l'argument de Louis, mais c'est juste là où j'aurais mon désaccord en disant que ouais, les jeunes n'étaient pas assez compétents. Non, c'est faux. Eh, Balogun, il est parti, il a marqué 48% des buts d'une équipe en Ligue 1, où ils ont fait la meilleure saison qu'ils devaient faire depuis des années. Il revient, tu fais quoi? Tu le vends pour un gars que finalement tu gardes pas, que tu vends ensuite. Les gars, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout le monde voyait que potentiellement, on dit bien potentiellement, Balogun avait un plus haut plafond que quelqu'un comme Nketiah. Et on sait aussi qu'un joueur, c'est toujours en fonction de, de son environnement, de comment il peut progresser. Parce que tout le monde parle de lui, et tu vois, c'est pareil, j'en parlais déjà très, très tôt, avant même que les gens connaissent sa célébration. Mais Gyökeres, il a pété à 25 ans. Parce qu'enfin, il a eu le contexte qui lui permet de pouvoir progresser. Donc, si Balogun, il aurait eu ce contexte qui peut lui permettre de progresser et cette confiance, ben oui, il aurait pu faire quelque chose. Il aurait pu être un backup sérieux comment ça s'appelle? De Jesus. Et pour parler, j'ai pas parlé de la première mi-temps, mais pour parler de la deuxième mi-temps, alors c'est là que moi je rigole encore plus. Moi, je vois Sterling. Moi, je vois Sterling. Donc, moi, on m'a expliqué l'année dernière que Nelson est trop nul. Alors, moi, je suis d'accord. Nelson, il est nul. Mais si Nelson, il est nul, Sterling, c'est quoi? Moi, c'est la question que je pose. Sterling, c'est quoi? Parce que on peut me dire ce qu'on veut, mais Nelson, c'est 10 fois plus intéressant que Sterling. Et c'est pareil. Tu as lâché l'affaire pour Nelson en le prêtant, pour finalement aller prêter un backup qui vient là, qui essaie de se relancer, mais qui n'est pas vraiment bon, qui ne nous apporte pas grand-chose. Franchement, pour moi, il y a vraiment une vraie remise en question à se mettre sur sa gestion et notamment sur la gestion du mercato avec Edu. Je ne sais pas qui choisit de dire oui, je veux ci, je veux ça. Mais voilà. Et une dernière question. Tierney, il est blessé. hmm. Il est porté Non, mais, disparu depuis 3 ans, ça. non, Je non, sais mais, que. non, mais, non, mais, non, mais parce que moi, je l'ai vu sur le banc. Non, non, Donc, non, il était dans la tribune avec le garde. enfin, ouais, voilà. Excuse-moi, pas sur le banc, je Oui, il voulais est dire la blessé. tribune. Il s'est pété à l'Euro. Il s'est pété à l'Euro, le premier match Ok, de l'Euro, il s'est pété. ok, Et il revient tout ok. doucement. Mais bon, ça fait des années, bref. Continuons, messieurs. Et si on revient sur cette première mi-temps, avant l'ouverture du score, il y a eu, on l'a dit, il y a eu un pressing haut, il y a eu alors un manque de créativité, mais en tout cas une envie qui était assez visible sur le terrain de bien faire, notamment sur le côté gauche avec Martinelli, mais moi j'y reviendrai parce que moi ça sera mon instant passion, si j'ai le droit d'en avoir un. Première vraie occasion, il y a cette frappe de Calafiori, pur gaucher, ballon sur son pied gauche. Si quelqu'un sait m'expliquer ce qu'il a fait, alors oui, les défenseurs, mais je suis pas sûr qu'à ce niveau-là, en Ligue des Champions, quand tu es sur ton bon pied, on n'a pas forcément le droit de pas cadrer, quoi. Et je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je suis trop méchant parce qu'il est défenseur? Est-ce que j'attends trop de lui? Mais ça doit au moins être cadré, ce genre d'action-là, messieurs. Ça doit être but. Enfin, il n'y a pas Ah, de. but carrément, ok. Ah oui, non, mais à ce niveau-là de la compétition, quand tu as 4 mètres du but sur ton pied gauche,
Alors peut-être qu'il est un peu déséquilibré par le retour du Ouais, défenseur, quoi, mais il est plus au niveau du point de pénalty que dans les 6 mètres, voire même entre le point de pénalty et les ouais, 16. ouais, Mais il est il est pas, dans la surface, quoi, ouais. ouais, voilà, il est pas très très loin. Et puis surtout que Calafiori, c'est quand même un mec, enfin c'est pas un défenseur central non plus de formation, donc c'est un latéral gauche, donc qui est habitué aussi à avoir, on va dire, un peu plus de d'aspect offensif dans son jeu. Donc là où sont ratés est un peu grossier, pour être gentil. Ouais. Mais Calafiori, pardon. Bastien ou Axel, vous avez quelque chose à rajouter sur cette frappe Non, je suis complètement d'accord avec ce que Louis vient de dire. Non, moi, j'ai rien à rajouter. Le seul truc, c'est que, et, j'aimerais quand même dire, franchement, tu sais, pendant le mercato, Calafiori, c'était le joueur qui m'agaçait le plus. Pourquoi? Le fait qu'on l'ait Parce recruté? que, oh, non, c'est le fait qu'on ait le recruté, les fans d'Arsenal, ceux qui font des vidéos, ils m'ont tellement agacé. C'est pour ça que des vidéos de, frère, c'était du n'importe quoi. C'était que des vidéos de beaux gosses. Ça m'a tellement énervé. Franchement, que des vidéos, il se passe les mains dans les cheveux, nani, etc. Ça veut le comparer à Maldini. Eh, les gars, ayez un peu de respect pour Maldini. D'accord? Il y a certains vieux comme nous, on a pu voir Maldini. Les gars, Calafiori, c'est très bien. Et franchement, je trouve que c'est un très, très bon recrutement. Mais c'est pas Maldini. Donc, calmez-vous. Mais sinon, ça frappe. Voilà. J'ai rien à acheter dessus. Bah, moi, du coup, la transition, elle est faite parce que Calafiori, finalement, même sans toucher le ballon, va le retrouver sur le but quelques minutes plus tard. Donc, en gros, on peut rappeler, il y a un débordement, en tout cas, il y a une fixation de Martinelli sur son défenseur. Et juste avant, je pense que vous l'aurez remarqué, messieurs, mais juste avant le dernier crochet de Mm. Martinelli sur son pied droit, il y a le dédoublement de Calafiori. Et au moment où Calafiori dédouble dans le dos de Martinelli, le défenseur direct de Calafiori anticipe la balle en profondeur de Martinelli. Et le fameux appel sans ballon, fait toute la différence puisque ça permet à Martinelli, pardon, d'être complètement dégagé de son défenseur, de frapper. La frappe heurte le poteau et ben, rebondit sur Reznik, le gardien du Shakhtar, qui rentre le ballon dans son but. D'ailleurs, le gardien qui était éclaté pendant toute la rencontre. Mais en tout cas, ça a le mérite d'ouvrir le score pour nous. Et moi, je trouve que ce but-là récompense quand même une entame de match et de façon très globale un match plus que correct que Martinelli, qui d'ailleurs, je viens de voir, a été élu homme du match. Ouais, non, franchement, Martinelli, il a fait un gros match. Je pense qu'il a voulu se rattraper un peu de match de ce week-end. Après, tu vois, Martinelli, je pense que tous ceux qui aiment Arsenal, qui voient, c'est un joueur de D2 qui est arrivé du Brésil. Par rapport à son prix, il faut avouer que c'est un braquage. Mm. Mais il a toujours le même problème. Tu vois, il a beaucoup de volonté, il défend, il fait tout, etc. Mais qu'est-ce qu'il est bête. Franchement, le mec, c'est un c'est un Draxler, mais sa tête est toujours baissée, etc. Donc, on sait qu'il peut sortir des masterclass, comme tu dis, sur la fixation. Parfois, il faut être intelligent, mais il a un QI football très, très faible. Et je comprends pas que quelqu'un comme ça qui arrive à jouer à côté de Saka ou alors à côté d'Odegaard n'arrive pas à progresser à ce niveau. Moi, c'est Martinelli, je le vois vraiment comme une frustration. Parce que je pense que euh, foncièrement, il a plus de talent que Saka. Et je pense que beaucoup de joueurs ont beaucoup plus de talent que Saka. Je trouve que Saka, c'est un joueur qui a pas beaucoup de talent. Par contre, je trouve que Saka, la différence avec lui, c'est que c'est un joueur qui a très, très vite compris le foot et qui a un QI football très, très, très élevé. Parce que c'est pas un joueur, tu vois, qui a fait beaucoup de gris-gris, etc. Tu vois, même Smith Rowe, pour moi, il a un plafond beaucoup plus élevé que celui de Saka. Mais la différence, c'est que Saka, depuis très longtemps, il joue déjà comme un joueur de 30 ans. Et il va faire Mm. les bons gestes, les bons trucs, etc. Et c'est ce qui fait que Saka est un joueur beaucoup plus accompli qu'eux. Et le jour où Martinelli va comprendre ça, ben, ça sera très intéressant. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir aussi sur un truc que Louis il a dit. Louis a dit que un moment, ils ont sacrifié tu sais, le- la créativité pour la solidité. Moi, je pense qu'il a raison. Et je pense aussi qu'ils se sont dit, qu'Arteta s'est dit, bon, c'est pas grave, j'ai Saka.
Donc Saka, tu vois, on va beaucoup jouer à droite et Saka va créer les différences. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il fait pas mal de passes décisives cette saison déjà, parce que ben, on joue énormément sur lui et que lui, il doit faire, entre guillemets, ce que les autres ne sont pas capables de faire, quoi, tu vois. Mais voilà. Sinon, gros travail de Martinelli, mais ça reste quand même une petite frustration. Bah moi du coup tu vois frustration oui parce que bah samedi s'il la met le match est peut-être différent aussi et qu'il a un vrai problème de finition mais tu nous as peut-être entendu en parler quand il était vraiment au fond du trou il y a de ça encore quelques mois où tout le monde il y avait du bashing sur lui où Trossard était devenu le numéro un sans être pourtant très très bon etc. Et moi j'ai toujours dit c'est un joueur qui même quand il est pas bon on le mérite de se battre alors ça on me l'a souvent reproché en disant qu'à ce niveau-là on leur demande pas de se battre. Ouais, mais à ce niveau-là, quand il y a des joueurs, quand ils sont pas bons, ils se battent même pas. Et là-dessus, Martini n'a jamais baissé la tête. En tout cas, il a courbé le dos, il a travaillé, travaillé, travaillé. Et je trouve que du coup, bizarrement, le fait que Saka ne soit pas là et que ce soit Gabriel Jesus qui prenne sa place, du coup, les attaques sont quand même plus réparties. Et quand tu joues plus avec Martinelli, parce que quand il y a Martinelli et Saka, c'est quand même du 80% à droite, c'est du 20% à gauche. Donc il y a une forme de frustration aussi de la part de Martinelli. Et Martinelli, c'est un joueur qui a besoin de rythme et qui a besoin de faire des allers-retours, d'aller provoquer, 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 quitte à perdre des ballons, qui a un jeu de provocation beaucoup plus, je trouve, moins important que Saka qui. Deux fois sur trois va mettre le pied sur le ballon, va revenir en retrait, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, moi, la frustration, elle est plus dans la Tu finition. vois, je comprends ce que tu veux dire, mais après, regarde. Franchement, il aurait pu mettre le but de l'année quand Havertz lui fait le lob du Paris Saint-Germain et fait la reprise de volée. Et franchement, il aurait pu mettre un but de Hmm. fou. Et je pense aussi que Martin, il est moins efficace. Et tu vois, j'en reviens au truc. C'est Chaka. Tu vois, la vente de Chaka pour acheter Havertz qui devait remplacer Chaka, ça n'a pas fonctionné. Parce que quand Chaka était là, chacun réussissait à plus le mettre en valeur. Parce que la chance de Saka aussi, c'est que de son côté, et le capitaine et le meneur de jeu. Donc tu vois, donc naturellement, c'est plus facile pour Odegaard de combiner avec Saka que de combiner avec Martinelli. Et puis, malheureusement, Martinelli, comme il faut jouer beaucoup en profondeur avec lui, il faut trouver de la profondeur. Hmm. Et que Arsenal, de temps en temps, a envie de jouer ce côté un peu plus rapproché, passe courte, etc. Mais il a un peu plus de mal. Et c'est là que je te dis que il est très fort. J'aime beaucoup Martinelli, mais il doit progresser à ce niveau pour pouvoir apprendre à jouer dans des plus petits espaces, pour pouvoir être un peu plus mis en valeur. Parce que, oui, c'est là que je te rejoins aussi, mais Rice, vu que c'est pas son vrai poste, le numéro 8, mais il n'arrive pas à mettre ce gars en valeur. Il n'y a pas cette C'est combinaison entre les compliqué. deux, ouais. C'est ça, c'est ça. Il y arrive pas. À noter, messieurs, sur la dernière, sur cette première mi-temps, pardon, ça c'est la première période, le petit carton, j'en parle juste là parce que le petit carton jaune va avoir eu pour moi son incidence de White, pardon, sur une action complètement anodine, son attaquant, son vis-à-vis part, White l'accroche un petit peu, l'arbitre revient dessus, lui met le jaune. Un jaune mérité, je ne peux pas crier au scandale, mais erreur de placement, ça reprend aussi ce que tu dis, Louis, fébrilité défensive, on n'est plus aussi présent, on n'est plus aussi attentif, on n'est plus aussi sérieux en défense, et vous verrez que ce carton jaune va quand même peser sur la deuxième mi-temps. Et messieurs, je voudrais juste qu'on revienne sur les 5 dernières minutes, parce que là, il y a quand même pléthore d'occasions. Et que le fait qu'on arrive à la mi-temps à 1-0, c'est d'une part un miracle pour le Shakhtar, et je trouve que c'est presque inadmissible côté Arsenal. On pourra noter alors le centre de Trossard dévié par le défenseur, le gardien qui la repousse du pied. Deux buts contre son camp, ça aurait quand même fait beaucoup. On a l'occasion d'Avertz où le défenseur fait un retour phénoménal et lui enlève la balle juste devant le visage. On a l'occasion de Gabriel Jesus Jesus, aussi. Et il y avait quoi encore? Il y avait Jesus et je crois que c'était tout. Mais en tout cas, il y avait les occasions franches pour mettre le deuxième avant la mi-temps et on ne le met pas. Et on sait toujours que à 1-0, tu es quand même beaucoup plus menacé que quand tu as fait le break. En tout cas, on arrive à la mi-temps face à une équipe du Shakhtar. On n'en a pas parlé, mais franchement, cette équipe, elle était éclatée. Les stades du Shakhtar, je crois que c'est 7 déplacements en Angleterre, c'est 0 victoire. Ils ont réussi à arracher un match nul une fois il y a quelques années à City. Mais franchement, quand tu regardes cette équipe-là, il n'y avait aucun danger.
Ben, je sais pas, si tu prends le Arsenal dans sa normalité, jamais de la vie on doit paniquer, ne serait-ce que 30 secondes contre eux. Et malheureusement, c'est pas ce qui va se passer au retour des vestiaires, messieurs, puisque premier fait marquant de cette deuxième période, le remplacement de White par Merino. Alors, ce remplacement, il inclut une modification non pas tactique, mais de poste, puisque Partey va prendre la place de White en arrière droit et Merino va rentrer dans le milieu où Rice va redescendre plus en 6 et Merino va être un peu plus haut. On se posait la question, messieurs, entre nous sur Discord de savoir, putain, est-ce que White il est blessé, qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce qu'il a eu un gel? Et je dis à Corentin, moi je pense que Arteta veut terminer le match à 11. Il est terrorisé. Pardon? Il est terrorisé, en fait. Et en Ouais, c'est ça, non, mais mais en fait, c'est vraiment pour ça, ouais. il l'a dit en conf de presse d'après-match, il a Ouais, je viens de dit, le lire, ouais. on en a assez de terminer les matchs à 10. La sortie de White, c'est ma décision. Et donc, du coup, le jaune, qu'on prend de façon très bête en première mi-temps, en vient là. Si Arteta commence à faire ses changements à la mi-temps pour le nombre de jaunes que l'on prend, ça va être très, très, très compliqué sur le reste de la saison, messieurs. En Bah, tout cas, surtout si tu le fais sortir et que tu mets Partey à droite. Enfin, désolé, mais ça c'est un non-sens. Bah, pourquoi tu mets Partey à droite? Tu peux pas faire entrer ta Zinchenko sur le banc, t'as Lewis qui est sur le Mm. banc, faire entrer un latéral de métier. Partey, ça a été l'homme, c'est l'homme en forme du moment, et ça a été mm, l'homme du match sur la première mi-temps. Pourquoi tu vas le foutre arrière droit? Enfin, désolé, mais ça c'est un non, je comprends pas. Ça fait on va dire quelques matchs où Arteta prend des décisions que je ne suis pas trop. C'est surtout qu'en face, tu regardes, c'était un 4-3-3 et sur leur gauche à eux, il y avait Eguinaldo quand même qui injectait pas mal. Donc tu te dis que, athlétiquement parlant, même si Partey il a un cerveau football, bah, au niveau physique, si l'autre il commence à démarrer, il va pas tenir toute la mi-temps, Partey. C'était pas Ouais, possible. donc Ah, Partey, je sa vitesse comprends de pas. pointe, c'est plus ça ne l'a jamais été d'ailleurs, mais c'est pas son point fort. Et c'est là où je suis d'accord avec ce que tu disais, avec toi, Axel, quand tu disais que dès l'instant où Partey est redescendu arrière droit, on a beaucoup plus souffert. Mais tout à l'heure, tu disais également qu'il faut toujours tenir compte du contexte. Et je pense qu'en fait, la réorganisation complète, c'est pas Rice qui a fait que on a été plus en difficulté. C'est le fait, la désorganisation de l'équipe au complet, plus un manque total de créativité, de maîtrise du jeu, etc., où on a joué beaucoup plus bas, donc tu es plus dominé, et donc forcément, en même temps, j'ai jamais dit que Rice pouvait toujours tout faire tout seul, quoi. Et j'ai souligné Non, mais c'est la très bonne moi, première Ouais. période de Partey, hein. moi, c'est pas ce que je dis, c'est-à-dire qu'il faut comparer ce qui est comparable. Chaque 6 a son truc. Partey prime, partez en forme. Pour moi, tu peux le comparer à un Rodri. Quelqu'un qui est capable de faire ce genre de truc. Pour moi, Rice, c'est pas un beau joueur. C'est un joueur qui est travailleur, qui est intelligent dans la récupération, dans tout ça. Mais là, on parle de être intelligent dans la récupération, mais surtout être intelligent dans le côté où tu arrives à redistribuer les ballons. Et c'est pour ça que quand tu m'as parlé du moment passion, je t'ai tout de suite parlé du moment où Partey arrive tout de suite à relancer avec des passes très courtes. Partey, c'est pas quelqu'un qui garde le ballon dans les pieds. C'est quelqu'un qui, tout de suite, il sait déjà où il va balancer le ballon. Et c'est pas ce que Rice arrive à faire. Donc, c'est pour ça. Après, pour moi, tu mets Rice avec, tu vois, deux milieux devant lui qui sont intelligents. Même aller avec un Chaka et comment dire ça, et un Odegaard. Mais c'est formidable, tu vois. C'est Mm. formidable. Mais quand tu le mets avec Trossard qui perd tellement de ballons, et Dieu sait, je l'aime ce joueur, mais il a perdu tellement de ballons, c'était super compliqué. Et puis, autre chose, on est obligé de revenir sur ça. Le mercato est pourri. Le mercato est nul à chier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu veux vendre certains joueurs dont tu sais que tu auras besoin, ben, tu les vends, ok, d'accord. Mais derrière, tu achètes pas où il faut. Parce qu'on peut se dire ce qu'on veut. Les gars, qui est surpris que Tomiyasu soit blessé? Qui est surpris? Personne. On a Personne. l'habitude. On a l'habitude, il est tout le temps blessé. On sait qu'il ne tient pas la route. Donc, comme, quand tu sais qu'il ne tient pas la route, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends quelqu'un d'autre. Ou alors, tu fais confiance à Lewis Scully, et c'est ce que Louis et Bastien disaient. Tu le fais rentrer. Tu le fais rentrer dès la mi-temps et tu le mets là. Mais tu cherches pas un Partey. En plus, Partey, l'année dernière, quand il a essayé son truc là,
à 2 balles, un mec Hum, par terre arrière droit, ça, c'est le meilleur truc pour claquer ses muscles. Parce que, comme il dit, le fait d'aller faire des allers-retours là, comme ça, comme un bâtard, il n'est pas capable, Partey. Partey, il n'est pas capable. Donc, dès que tu lui fais ça, ben, c'est là qu'il commence à avoir des blessures musculaires et nanani, etc. Dès que je vois Partey arrière droit, je sais déjà que c'est une galère dans ma tête. Tu vois, je déteste le voir là. Mais oui, parce que, tu vois, Rice, c'est quelqu'un, aussi, c'est un 6 qui est capable, tu vois, c'est un 3 poumons. Tu vois, c'est un 3 Mm. poumons. Et donc, exemple, jamais, jamais aucun entraîneur aurait mis Thiago Motta arrière droit. Jamais. Mais Thiago Motta, c'est comme Barthé. C'est des gars qui sont intelligents, mais c'est pas des gars qui peuvent faire un maximum d'efforts pour aller. Ça n'a pas de sens. Alors, on a eu de la chance qu'il ait réussi à contenir ça. Mais franchement, c'est une très, très mauvaise idée. Mais Lewis Scully, directement. Voilà. Ou il y a Walters aussi. Walter, chaque fois, il fait des entraînements avec les gens. Fais-le progresser. C'est un arrière droit de métier. Tu veux pas acheter quelqu'un. Ben, prends-le. Prends-le et fais-le progresser. Et fais-le jouer sur certains matchs, c'est tout. Non, mais bon, on est tous d'accord là-dessus, hein. Genre, mettre Partey à droite, c'est déjà priver ton milieu de terrain d'un élément qui, sur ce match-là, est pour moi, avec Martinelli, dans les deux joueurs de cette mi-temps-là, vraiment. Tu sais que Partey, en plus, arrière droit, il y a aucun test qui a été concluant depuis 2 ans, mais moi, je reviens, j'en ai parlé plusieurs fois là, en fin de saison dernière, je crois. Moi, j'aimerais vraiment me mettre dans la tête des mecs qui sont sur le banc, des Zinchenko, des Lewis Kelly, etc. Où le coach, à la mi-temps, il dit, Ben, t'as un jaune, tu dégages. Et là, tu dis, putain, je suis arrière latéral de métier, les gars. C'est bon, c'est mon moment. Et là, il Mm. dit, Thomas, allez, arrière droit. Merino, tu rentres. Mais Zinchenko, il doit se dire quoi? Il doit se dire, mais mec, j'ai plus jamais joué de ma vie. Bah, Après, c'est un manque de respect, hein. Enfin, après, je t'avoue, moi, je préfère Lewis Après, Scully que Zinchenko. mais moi aussi, Zinchenko, c'est tellement nul. mais moi aussi, C'est tellement nul. Axel. Mais ce que je veux dire, c'est, mais toi, psychologiquement, en fait, on a l'impression que, bah, et ça, je l'avais déjà dit, je crois, fin de saison dernière, on a un coach, j'ai l'impression, il est capable de briser moralement des joueurs. Et Non, mais alors, tu sais, Nwaneri, c'est le même cas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de pas commencer les matchs, le fait de pas commencer les matchs, bah, à un moment donné, il doit se dire, mais si je joue pas maintenant, je jouerai quand? Il y a Martin qui est en train de revenir à l'entraînement, qui va être bientôt fit. Mais mec, je vais me taper la Carabao Cup non, et mais pas de coupe. surtout, ça, je suis d'accord avec vous. Moi, je dis simplement, le cas Zinchenko, il ne sait pas défendre. En plus, si tu le mets et en même temps, tu gardes par tes Rice, ça crée un embouteillage parce que c'est quelqu'un qui a Il va beaucoup de rentrer mal à toujours. rester sur son côté. Ouais, il veut toujours rentrer. Il veut toujours rentrer là, donc ça crée un embouteillage. Alors, déjà, par tes Rice, euh, pour moi, en tout cas, et, j'avais adoré le match qu'ils avaient fait, la Community Shield contre City. Mm. C'était hyper solide, j'avais adoré. Donc, je pense qu'ils peuvent fonctionner comme ça. Mais, non, mais Lewis Kelly, c'est très, très bien. Voilà. Bon, Mais mets-le à bon, droite et c'est beaucoup parce que mieux. l'entrée de Merino, elle est pas ouf, hein. Alors après, voilà, c'est pas le joueur que je critique, mais moi, le choix tactique d'Arteta à ce moment-là, pour moi, il est incompréhensible. Ah, surtout Pourtant, Merino sans la ventoline, c'était compliqué, hein. Parce ah qu'on ouais, parle mais de moi, Rice qui n'était pas forcément visible, mais alors Merino, mais moi, je le sachant que trouve lourd, Merino. on était enfin, allez, partons sur un 4-4-2 défensif, on jouait contre un 4-3-3, c'est-à-dire qu'au milieu de terrain, tu es en -1. Si en plus de ça, tu as un asthmatique avec toi, et avec tout le respect que j'ai pour les asthmatiques, c'est compliqué de Ah, t'es en tenir toutes plus les un mi-temps milieu. en Ligue des Champions. Si toi, t'es en 4-4-2 contre un 4-3-3, t'es en plus un. Oui, bah, Non, mais, nous, enfin, non, mais Arsenal était en le moins problème avec un. Merino, c'est que je pense qu'il n'est pas en forme. Je pense Bah qu'il n'est non. pas en forme, mais c'est un joueur qui est hyper besogneux, mais il n'est pas en forme. Après, Et Axel, tu sais quoi? Merino, c'est un peu ouais, c'est comme je dis, c'est un milieu récupérateur qui a fait beaucoup d'efforts quand il est en forme. Mais tu vois, c'est pas un créateur, c'est pas ça. Donc déjà, si tu sais pas créer, tu sais pas balancer les ballons là, et en plus, t'as pas la forme physique pour pouvoir récupérer les ballons, ah, c'est compliqué, hein. Franchement, c'est super compliqué. Et franchement, le milieu, il est nul. Moi, messieurs, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi sur le côté, le retour d'Axel, sur le côté Non, mais nuance. je rigole parce que franchement, le milieu est claqué. Franchement, le milieu est tellement claqué au sol.
Ah, en fait, en première mi-temps, moi je trouve qu'il passe bien, à part le Il passe troisième. pas bien. Mais Il passe pas bien. On peut me dire ce qu'on veut. Le nombre de fois que Havertz était obligé de descendre Mm. parce que Trossard n'arrivait pas à hum, garder ce ballon pour pouvoir lui amener ce truc, c'était catastrophique. C'est-à-dire que moi, je ne peux même pas critiquer Havertz aujourd'hui parce que il était obligé d'essayer de faire quelque chose. Parce que Trossard, dès qu'il avait le ballon, il se disait, bon, comment je peux le perdre? Je peux le perdre à gauche, à droite. Lui, c'était ça sa question pendant tout le match. Donc, si tu mets quelqu'un qui est capable de garder le ballon avec Rice et ou alors avec Merino, on en revient sur le cas Nwaneri. Tu mets un petit Nwaneri, mais peut-être qu'il sera capable de le faire. Mais là, c'est compliqué. Le milieu, il est claqué au sol, les gars. Je suis désolé, le milieu n'est pas du tout Ouais, souverain. mais il est très très mal équilibré. Enfin, je veux dire, C'est ça. tu prends Jorginho, Rice, Partey, c'est exactement les mêmes profils. Ensuite, tu as un Merino, son niveau, bah, ça reste un point d'interrogation. Pour le moment, on n'a quasiment rien vu. Et enfin, bah, désolé de le dire, mais Merino n'est pas un crack. C'est un bon joueur, mais c'est un bon joueur de Liga qui a déjà joué en Angleterre, qui a floppé en Angleterre, hum. qui n'est pas titulaire à Clarora, qui est un joueur de rotation, qui joue à la Sociedad, donc qui n'est pas habitué, on va dire, à la pression de la course au titre et à la pression de Ligue des Champions. C'est un joueur qui est pas habitué à ça. Donc, c'est pas un crack, c'est un bon joueur. Je pense qu'il peut être un bon joueur, mais pour le moment, il doit encore travailler, surtout qu'il revient de blessure. Et après, bah, sinon, après, en termes de profil pour le milieu de terrain, c'est tout. Donc, le problème, c'est que c'est du bricolage, en fait, ce qu'on fait. C'est du bricolage, mais on sent Arteta qui cherche la formule, mais qui ne veut absolument pas utiliser Nwaneri dans l'équation. Et du coup, bah, on joue en 4-4-2 avec deux milieux défensifs. Tu fais monter Rice d'un cran. Rice, il est limite à côté de Havertz en phase offensive. Tu mets par arrière droit, tu fais rentrer Jorginho. Mais le problème, c'est qu'on a trop de profils qui sont similaires, en fait. Donc, au final, on a trop peu de choses à tester et Arteta a souvent prôné, on va dire, la polyvalence dans ses recrutements. Mais je pense que la polyvalence, au bout d'un moment, a Elle certaines devient limites. à ses limites, ouais. Elle Messieurs, a ses limites. Non, mais trois choses si je vous. suis totalement d'accord. Et tu sais, pour moi, et j'ai toujours dit, je pense qu'Arsenal aurait dû remplacer Xhaka par Serge Milinkovic-Savic. Pour moi, c'était ça le recrutement qu'il fallait faire parce qu'il voulait partir de la Lazio. Finalement, il est parti en Arabie Saoudite. D'ailleurs, vu que ça passe sur Canal+, j'ai pu voir deux, trois matchs de lui. Mais tu vois toujours ce petit truc. Et je pense qu'il aurait dû remplacer par là. Et en plus, j'aimerais ajouter quelque chose au propos de lui. Comme on a des milieux défensifs, normalement, il y a des gars qui auraient pu créer le jeu. Alors, on a le tocard suprême, Mister Gabriel Jesus. Le mec, il est incapable de faire quelque chose. Donc, déjà, il n'est pas capable de marquer. Et en plus, il n'est pas capable de créer le jeu. C'est-à-dire que à l'époque, moi, j'étais super content. Je me suis dit, bon, allez, la casette est partie, mais au moins, on a Jesus. Début de saison, il confirme le truc, il marque, etc. Mais là, Jesus, il est même plus capable de faire même ce que la casette faisait. Parce que la casette, il marquait pas. Mais c'est lui qui a permis aux jeunes de se développer. Parce qu'il avait ce côté 9,5, hyper intelligent, où il peut jouer à gauche, à droite, etc. Et on le voit avec Lyon actuellement, comment ben, les jeunes s'éclatent autour de lui, parce qu'il il est super intelligent et qu'il a cette conservation de balles et qu'il peut faire ça. Et Jésus, il y arrive pas. Donc, Martinelli a réussi de temps en temps à sortir son épingle du jeu, mais déjà que tu as les mêmes profils au milieu, et si ces profils, ils essaient de chercher de la créativité envers Trossard ou envers Jésus, alors Trossard, il perd tous les ballons, comme on a dit, et Jésus, c'est un fantôme. Alors, quand Sterling, il est rentré, alors là, si tu cherches un créateur sur le côté droit, alors là, tu as tout perdu, là. Bah, en plus, Zéro. c'est Que pas nenni. Tierney, c'est pas Partey qui va dédoubler à droite. Messieurs, si vous me permettez, trois remarques Ça, c'est sûr. par rapport au milieu de terrain. Pour revenir sur Merino. Emmanuel Petit, très important, ce qu'il dit, a dit cette semaine sur Merino que pour le moment, en gros, que Merino ne plaisait pas à Petit, mais qu'il expliquait de la façon suivante, c'est que t'as beau jouer avec la Rora, titulaire ou pas, et t'as beau jouer dans le championnat espagnol, t'arrives en PL, t'es perdu. Et tu dois te mettre au niveau de la PL. Et pour l'instant, il n'est pas au niveau de la PL. Ça, c'est la première remarque. Et je trouve qu'il a assez raison parce que les championnats sont tellement différents, même dans l'impact, etc. T'as beau être un milieu de terrain besogneux, physique en Liga, t'arrives en PL, t'es un poussin, quoi, tu vois. Deuxièmement, euh, le, le milieu de terrain éclaté ou pas éclaté, on en pense que l'on veut. Mais moi, je trouve que quand tu fais pas jouer les joueurs à leur vrai poste,
ça devient problématique. Et Merino, s'il est pas bon, c'est peut-être parce qu'il a juste pas compris ce que Arteta attendait de lui. Alors, on va dire c'est des joueurs pros, ils doivent savoir ce qu'on attend. Mais moi, je pense que Arteta, il doit pas être toujours très très clair dans sa demande. Vraiment, hein. J'en suis persuadé. Et la troisième chose que je Mais voulais te dire, à ce bah, je l'ai à ce perdu. moment-là, Merino, il vient pas. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Tu viens pas. Arsenal joue toujours de la même manière. Depuis qu'Arteta a trouvé sa formule, c'est toujours la même chose. Donc, si Merino, il n'a pas compris comment Arsenal joue, Ah, mais Merino, et le gars, il a 28 ans, quoi. Ça, c'est pas un jeune joueur qui arrive, etc. Le mec, comme il a fait son truc, il est venu, il a floppé, il est reparti, Ouais, mais je suis d'accord il a avec toi. évolué. Je- Voilà, quoi. Axel, j'ai retrouvé le troisième truc. On parlait de créativité, etc. Et Louis, tu as repris un terme qu'on a utilisé le week-end dernier dans le dernier podcast, le fameux dépassement de fonction, la polyvalence des joueurs, etc. Mais on s'est quand même posé la question, en tout cas certains d'entre nous, quand on a commencé à réfléchir sur le système de jeu en regardant le match, autant le 4-4-2 en phase défensive était très clair, les deux lignes de 4 et les deux de devant qui bougeaient, etc. Mais en phase offensive, les gars, à un moment donné, on était en 3-2-5. Tu avais une ligne d'attaque avec Martinelli, Rice, Trossard, Jesus et Havertz. Comment, quand tu as 5 devant alignés, avec Partey et Calafiori qui rentraient dans l'axe, et les trois derrière, White, Saliba, Gabriel, et vous voulez créer quoi comme jeu, les gars? Vous voulez créer quoi? Alors c'est bien le dépassement de fonction, mais c'était éclaté. Ça ressemble à rien, ça ressemble pas à du foot. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais à un moment donné, moi j'aime retrouver mes schémas tactiques où tu vois les lignes se déplacer ensemble, puis basculer de gauche à droite. Mais là, ça ressemble à rien. Tu as l'impression d'être à la 93e minute, d'être mené 1-0 et que tout le monde va devant pour essayer de mettre un but de la tête, quoi. Je sais pas si c'est que mon analyse personnelle ou si vous la partagez. Mais franchement, c'est dégueulasse. Non? Personne. Ouais, Bah, non, c'est pas ça. Moi, je pense que Arteta sait ce qu'il veut faire, sauf que ben, Louis l'a dit, je pense que le mercato en partie raté. Je pense qu'il n'a pas les joueurs pour faire ce qu'il veut faire. Tout simplement, quoi, tu vois. Voilà. Tu vois, moi, même ce je, truc de faire Calafiori chaque fois re-rentrer, tu veux le faire re-rentrer, mais à la fois, tu as 2-6 sur le terrain. À la rigueur, tu vois, moi, je pense qu'il aurait dû faire un 4-2-2-2. Tu vois, mettre Rice Partey, tu mets deux ailiers et tu mets deux attaquants. Tu mets Havertz et Jesus devant, là. Et voilà, quoi. Je n'aime pas qui tu mets ailier droit. Ouais, peut-être trop ça, et puis fin, quoi. Voilà. Tu essaies de après, faire un truc comme ça. Et bon. l'animation en tant que telle, moi perso, elle me choque pas, mais le problème, c'est que quand t'as l'équipe la plus petite de Première Ligue, forcément, quand t'as un blessé, mais ton schéma, il pète en fait. Et c'est ce qui nous arrive depuis la blessure d'Odegaard, c'est que bah, quand t'as, j'ai combien, je crois, 22 joueurs sous contrat, enfin 22 joueurs pro dans le groupe, bah oui, alors oui, tu peux te cacher derrière la polyvalence de certains joueurs, mais enfin, je veux dire, Trossard ne va pas te faire oublier Odegaard, Gabriel Jesus ne va pas te faire oublier Saka, et du coup, ça pète tout ton système. Donc, il veut jouer d'une certaine manière, ça, ok, mais il peut la jouer quand il a tous ses joueurs. Et le problème, c'est que bah forcément, après, quand tu as un blessé et que tu as l'équipe la plus petite de PL, et ben quand tu as un, deux, trois blessés, quatre blessés bah ton système il pète. Et après, et preuve en est, et Axel l'a dit en introduction, Arteta, avec son 11 type, c'était une défaite en 6 mois. Et il est capable de battre n'importe qui, d'être très régulier. Mais c'est vrai que quand tu perds Ødegaard, qui est pas n'importe qui, quand tu as Saka qui est blessé, quand tu as des joueurs qui sont moins performants, etc., et que tu n'as pas la profondeur devant, ou en tout cas que tu l'as, mais que tu l'utilises pas, c'est quand même très compliqué. Si on recentre Oui, un peu les mais débats. attends, Pardon, vas-y, Axel. c'est intéressant, désolé, je vais aller très vite. Mais tu vois, c'est toujours pareil. Moi aussi, ça m'agace ce truc de dire, ouais, mais nanani. Et les gars, Arsenal, c'est pas Bordeaux qui est en faillite quand même. À un moment donné, quand tu as vu que tu n'as pas de profondeur de banc, et cette année, le format de la Ligue des Champions change. Tout le monde est au courant de ça. Mais moi, je suis au Mhm. courant qu'il y aura plus de matchs. Donc, à un moment donné, tout entraîneur, tu dois progresser sur le côté d'avoir un plan B. On fait comme si, on prend l'exemple parce qu'on se compare à eux, parce que ce sont les meilleurs. City, ils n'ont pas de blessés. City, ils n'ont jamais de blessés. Jean De Bruyne, depuis qu'il est là, il fait que des saisons entières où il fait 55 matchs, il est à fond. Ben non, là, Rodri, il n'est pas là. De Bruyne, mais pourtant, il trouve des solutions.
Et moi, je me Parce que trouve. mais tu as des solutions de Ouais, rechange. Mais moi, je me trouve pas d'excuses. Je suis pas en train de nous chercher des excuses. C'est plus Ah une non, critique. totalement, non, C'est plus t'inquiète, une t'inquiète, t'inquiète. critique, tu vois. Non, t'inquiète. Non, Je non, t'inquiète, j'ai compris. je pointe le doigt parce que City l'année dernière fait champion et joue pendant quelques semaines, voire quelques mois sans Ødegaard et sans De Bruyne et ils se démerdent, hein. Et Mm. ils arrivent à faire. Sauf que quand je dis que t'as pas la profondeur de banc, pour moi, on l'avait la profondeur de banc. Mais sauf qu'à un moment donné, quand tu décides, et là, encore une fois, je vais pas refaire à chaque fois le même laïus, parce qu'on on en a parlé dans le bilan de Mercato, mais quand tu décides en fin de saison de laisser partir ESR, le gamin du club, qui est en train de s'éclater à Fulham, parce qu'on dit, ouais, il y a le jeune Nwaneri qui arrive, quand tu décides de laisser partir Nelson à Fulham pour prendre, et tu l'as dit toi-même, Axel, euh, Sterling, Sterling. le dernier jour, quand tu vends pour vendre, mais que derrière, je sais pas, moi, perso, je vois pas les intérêts. Ce qu'il fallait vendre, c'était à ce moment-là les Zinchenko, les Gabriel Jesus. Tu dis, OK, bah, c'est peut-être une fin de cycle et on essaie d'aller chercher un vrai joueur. On additionne un nombre de ventes pour aller chercher un joueur en plus. Mais voilà. Enfin bref, de toute façon, l'effectif là, on l'a au moins jusqu'en janvier. Donc, du coup, on fera avec. Messieurs, si je recentre un petit peu les débats sur la deuxième mi-temps, juste pour vous dire, donc on a dit, il y a eu ce changement un petit peu assez important, puisqu'il va y avoir pour moi une, un rapport de cause à effet sur la qualité de jeu, parce que le Shakhtar n'a pas changé 11 joueurs non plus. On commence bien, il y a ce fameux centre de Martinelli sur la tête de Trossard, Trossard, voilà, qui effleure la balle, c'est pas cadré, Havertz se jette, il n'arrive pas à la toucher, mais de façon très globale. Et je voudrais juste que, à moins que vous vouliez vraiment revenir sur quelque chose, je voudrais juste résumer la deuxième mi-temps de la façon suivante. On a été dégueulasse, on s'est fait manger, on a serré les fesses pour pas prendre le but du match nul. Il y a deux faits de jeu sur lesquels je voudrais revenir. Ils sont pas forcément dans l'ordre chronologique, mais la parade de Raya, il avait rien à faire ce soir et il en fait une. Et, et Et quelle parade. entendez bien ce que je dis. Raya, bravo, parce qu'il faut aller la sortir. Voilà, même voilà, c'est dit. Et il y a le fait de jeu, ce fameux penalty. Ou moi, messieurs, je vais vous Et donner tu, mon. franchement, Ouais, tu vois, c'est ça que j'aime pas avec vous. Ça, c'est le discours de loser. mais Dire, de ouais, quoi? Raya. Mais les gars, c'est normal qu'il aille faire ça. On est Arsenal. On est Arsenal. Qu'est-ce que je m'en fiche de savoir que Raya fait ça? Mais bien qu'il ait fait, tant mieux. Mais on va féliciter. Son boulot, c'est d'être un grand gardien. On est un grand club à la base. Et c'est pour ça que chaque fois, je m'embrouille avec les gens sur Twitter, quand ils me parlent d'Arsenal. Je leur dis, qu'ils me disent, ouais, mais Arteta, oui, mais on arrive deuxième. Mais les gars, mais c'est la place d'Arsenal. C'est la place d'Arsenal. Quand on était des losers, c'était pas notre place. Donc, avoir des joueurs qui savent faire le boulot, c'est logique, quoi. Alors déjà, enfin bref, je ne vais même pas rentrer sur le Caraya. Lui, là, c'est encore autre chose. Ouais, je parle pas de lui. Mais moi, Vas-y, je je te te laisse parle des finir. deux faits marquants de la deuxième mi-temps. Et c'est la la vraie seule occasion. Ouais. Et va la sortir. Et l'arrêt n'est pas évident. Et là où je voudrais qu'on s'arrête, messieurs, c'est sur ce Mais l'arrêt est penalty. logique. C'est Oui, tout. Voilà. Voilà. Mais je dis qu'il est logique. Voilà. mais Quand on a tu vu un veux Raya être très défaillant le week-end dernier. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est le choix d'Arteta. Il a vendu Ramsdale pour nous expliquer que Raya est meilleur. Raya a qu'à être meilleur. Moi, le reste, c'est pas mon problème. C'est pas mon dos, comme disent les jeunes. Ouais, alors là, là, tu parles un vocabulaire que je ne maîtrise pas. Le deuxième fait marqué, donc marquant, pardon, je vous le disais, c'est ce penalty. Alors, il n'y a pas débat, je pense qu'il y a main, etc. Euh, Moi, messieurs, je vais juste vous lancer un débat. Et du coup, finalement, ça sera aussi ton moment. Je te donnerai la parole, Bastien, pour ton moment passion, parce que je vais parler d'Avertz. Et je vous l'ai écrit dans le Discord, quand je vois qu'un penalty, pour moi, Avertz doit le tirer. Pourquoi? Parce que là, je parle de Trossard, il est pas dans le fond du trou. Il a marqué depuis le début de la saison. Il n'est pas à zéro but marqué, etc. Mais Trossard, par contre, il est sur une statistique où il a marqué 7 buts, je crois, sur les 7 derniers matchs à l'Emirates, qu'il n'a pas marqué le week-end dernier, que ça reste notre attaquant numéro un. Et donc, du coup, pour moi, messieurs, c'est lui qui doit prendre le ballon et c'est lui qui doit tirer. Parce que, alors après, trop ça, j'ai pas vu, honnêtement, je sais pas si c'est un choix du coach, si c'est lui qui a demandé à le tirer, si on retrouve le penalty d'Averse contre Bournemouth où ses potes lui disent, bah écoute, vas-y, fais-toi plaisir, tire-le, etc. Mais moi, je ne comprends pas le choix du tireur, vous avez peut-être des informations ou en tout cas un avis là-dessus, parce que pour moi, Havertz doit aussi se positionner comme un leader d'attaque et dire non, moi je prends le ballon et voilà. Et ça, c'est la première des choses.
Et ensuite, Bastien, effectivement, je te propose de laisser la parole à Louis et à Axel s'ils ont quelque chose à dire et de terminer avec toi. Comme ça, tu pourras nous parler du cas Havertz. Bah après, oui, bah après sur le penalty, comme tu l'as dit, bah, c'est évident. Après sur le tireur, alors j'ai pas bien vu s'il y avait une discussion un peu comme toi, C'est pas Raoul. trop, ouais. Est-ce qu'il y avait une discussion ou non? Je suppose que logiquement ça s'est défini avant le match qui est le tireur. J'avoue que, alors peut-être que Trossard cherchait un peu aussi à se racheter de par son erreur de la semaine dernière. Peut-être aussi. Peut-être qu'il cherchait aussi peut-être aussi à se rassurer parce qu'il faisait pas un bon match. Mais quoi qu'il en soit, son penalty est totalement raté. Et on dit souvent que oui, les penalties, c'est de la loterie, etc. Alors que pas du tout. Le penalty est un jeu technique. Et là, il a été très très mal réalisé. Je comprends pas ce qu'il cherche à faire sur le penalty. Et puis ça, ça peut être heureusement qu'on menait à zéro parce que là, tu es en huitième ou en quart de finale, ça fait Mm. 0-0 sur un match retour. Tu t'envoies un penalty comme ça. Bah, il y a, enfin, c'est, après, c'est à l'image de toute la seconde mi-temps. De toute façon, ça a été une faillite collective et technique à tous les niveaux. Axel? Ouais. Moi, je pense que, bon, qu'il ait tiré, ça ne m'a pas choqué. Moi, ce truc qui m'a fait sourire, c'est que je me suis dit, bon, comme quoi les capitaines Arsenal, ils ont vraiment des coronesses, quoi, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, t'es capitaine, t'es attaquant, mais tu viens pas prendre le ballon pour dire, bon, hé, allez, déjà que je fais un match un peu en mode Marvel, homme invisible, bon, je vais essayer de faire quelque chose, quoi. Même pas. Parce que au moins, Trossard, bon, il a beaucoup raté, mais bon, pour beaucoup rater, ça veut dire qu'il faut beaucoup te voir. Jésus, on l'a pas du tout vu. Donc, au moins, il aurait pu prendre cette responsabilité. Il l'a pas fait. C'est dommage. Après, je pensais réellement que ça serait Martinelli qui l'aurait tiré. Parce que comme il était super en jambes, je pensais que ça serait lui. Et voilà. Bon. Mais est-ce que alors je veux pas être méchant, mais Jésus peut pas demander le ballon puisqu'il est sorti avant le penalty. Ah, désolé, désolé. Mais, ah ouais, désolé. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. Il est C'est Sterling sorti qui a 10 s'approché. minutes avant, ouais, bah, Tu as raison. Et, mais je pensais que ça serait Martinelli qui l'aurait tiré. ok, ouais. Mais pas trop Ouais. ça, ouais. Et du coup, Bastien, tu as la parole. Bah, en tout cas, pour le penalty, s'il avait pas envie de le tirer, je pense qu'on ne l'a pas obligé à aller le tirer. Donc, qu'il se pointe pas comme ça, comme une fleur. Après nous avoir envoyé des saucisses tout le match, se pointer, tirer un penalty de la sorte, je pense qu'il aurait pu s'abstenir, hein. Je pense on a assez souffert comme ça. Euh, et oui, pourquoi pas laisser le ballon à Verts, en fait. Parce que pour moi, Verts, ouais, ça a été un match un peu pauvre en situation offensive, mais j'ai trouvé que le peu qu'il a apporté, justement, et là je rejoins le discours de Axel de tout à l'heure, c'est de la profondeur de jeu, déjà. Il sait maintenant faire le point de fixation, donc ça veut dire que quand on veut gagner des mètres, on peut s'appuyer sur lui, hein. Euh, il sait aussi jouer dans les espaces. Donc quand on a aussi la possibilité de faire un jeu un petit peu plus rapide et un peu moins construit, mais un peu plus projeté vers l'avant, on peut. Donc il a ces deux palettes-là offensivement. Je trouve que défensivement, alors là ça se voit un peu moins avec le 4-4-2, mais je trouve qu'il fait une bonne première lame, en tout cas au niveau défensif. Il oriente bien le bloc, il participe activement au pressing. Donc c'est plutôt, c'est agréable, je trouve, pour un attaquant à regarder. Et puis après, je trouve que, mine de rien, la dernière fois que j'ai fait un podcast, c'était contre Leicester et on parlait du langage corporel de Jesus. Et bah, justement, je trouve que Havertz, il est totalement à l'opposé de ce qu'on disait la dernière fois. Il a un bon langage corporel, je trouve. Et en fait, malgré toute la deuxième mi-temps qui a été un peu laborieuse, bah, je trouve que Havertz, même ça, il dégage quelque chose de positif pour l'équipe. Et l'exemple de la faute, de la dernière faute, là, quand il va aller s'exiler dans le coin, qu'il obtient une faute et qu'en plus de ça, le défenseur prend un carton, je trouve que c'est le Havertz du moment, quoi. Il bosse pour les autres, il abat du travail et quand il faut planter, il plante. Donc Trossard, si tu écoutes ce podcast, la prochaine fois, laisse la boule à Havertz. Tu seras mignon. À l'inverse, moi, je trouve que c'est quand même un peu ça reste moi, je trouve le pompier de service, c'est-à-dire qu'il se met Mm, là où il y a personne, il défend, mm, il attaque. Et je trouve que pour un attaquant, du coup, d'être mis en valeur mm, que pour ton jeu d'attaquant, c'est très compliqué quand tu as une débauche d'énergie
tel Mm. que là, Havertz. Alors, il y a d'autres attaquants qui avaient cette débauche d'énergie. Chez nous, on Mm. en a connu, hein. Giroud, c'était un peu le même profil, je trouve. Moins dans la création du jeu, mais sur la partie défensive, dans le pressing, dans s'il faut s'arracher, on s'arrache. Il y avait un autre attaquant qui était Cavani, qui faisait un énorme travail défensif, etc. Et qu'on a toujours comparé à l'époque avec Ibra, en disant, ouais, Ibra, c'est la star, mais Cavani, c'est une daube. Non, mais Cavani, c'est pas une daube, sauf que quand tu cours autant qu'il courait, bah, à un moment donné, quand tu te retrouves devant le but, tu as aussi peut-être moins de lucidité, etc. Mais moi, je te retrouve, je te rejoins, pardon, sur ton point. Alors, de façon générale, je trouve que Havertz fait un excellent début de saison, que son Mm. poste, et là, je vais rejoindre Axel aussi, mais on est tous d'accord dans l'assaut que son poste, c'est vraiment attaquant, et que c'est l'attaquant numéro un aujourd'hui d'Arsenal, bien devant Gabriel Jesus, et qu'il faudra compter avec lui, mais qu'à un moment donné, il faut aussi que Martin revienne très, très rapidement pour qu'on ait de nouveau une main mise sur le ballon et sur la créativité pour qu'il puisse rester un peu plus devant et qu'on puisse l'alimenter en ballon. Dernier point marquant aussi, là du coup Louis, je vais te laisser la parole, c'est la blessure, en tout cas la sortie de Calafiori. On a vu une glissade, un contact et une glissade où il y a un genou qui se tord un petit peu. Je ne sais pas si c'est son genou blessé ou pas. Alors, honnêtement, je ne pense pas que ce soit les croisés, parce que je pense que les croisés, tu cours pas comme il a couru. Mais moi, j'ai un peu peur d'une entorse externe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup, Louis, c'était ton moment un peu instant passion. Donc, tu voulais faire un focus sur la blessure de Calafiori. Je te laisse la parole. Ouais, bah oui, forcément, c'est un des gros points noirs du match parce que dans notre effectif, on a un des effectifs les plus courts de Première Ligue et dedans, on a deux joueurs qui sont fait les croisés récemment, à savoir Timber et Calafiori. Donc, c'est deux joueurs potentiellement à risque au niveau blessure. Dimanche, on joue Liverpool, Saliba est suspendu, Timber, point d'interrogation, White, point d'interrogation, et maintenant Calafiori qui sort à out. Potentiellement, dimanche, ça peut être un match très très long. Partez Donc arrière droit de nouveau? moi, enfin, je pense peut-être que le parterre arrière droit en deuxième mi-temps, c'est peut-être en préparation de dimanche, hein. Ah C'est, non, ah non. j'espère pas, mais c'est une possibilité à l'heure actuelle quand on Alors, voit l'état de forme de chacun. alors on sait que White n'est pas blessé et qui sera donc fit pour ce week-end, à moins qu'il se blesse à l'entraînement. On sait également que Saliba n'est pas là puisqu'il est suspendu. Gabriel sera là. Côté gauche, point d'interrogation sur Calafiori, sachant que Timber n'était même pas sur le banc, je crois, ce soir. Non, Timber, c'est pareil, on sait pas Du où il en coup, est. si Timber n'est pas là, je pense que Mettre à Kivior. la défense, ça va être Kivior. MLS à gauche, je pense. Non, il mettra Zinchenko, je pense. Oh, ça va être ça va être un grand, grand Ah moment de non, mais solitude. dimanche, je suis pas du tout serein pour le match de dimanche, hein. Là, Ah, c'est, ah. ouais. Pour info, Calafiori, quand il était jeune, il s'est blessé genou gauche, alors que là, ce soir, c'était genou droit, si je me trompe pas. Bah, si tu me dis Donc, genou gauche, je crois que c'est le voilà. gauche sur la blessure, hein. Je crois que c'est le gauche puisque c'est le. Ah non, peut-être pas. Non, En je tout vois, cas, mais encore une fois, quelqu'un qui se fait les croisés, il peut marcher sur un terrain de foot. Logiquement, il court plus, hein, parce qu'il n'y a plus rien qui stabilise le genou. Donc, Ah, ah, affaire à ok. suivre. Mais Hmm. ouais, ça sent pas bon tout ça. En tout cas, le résultat, messieurs, parce que franchement, sur la deuxième mi-temps, il y a vraiment rien à se mettre, mais vraiment que dalle à se mettre sur la dent, sous la dent. Le résultat de cette rencontre-là, c'est qu'on prend les 3 points dans cette nouvelle formule. C'était notre troisième match de poule, 2 victoires, un nul, 7 points. Pour le moment, il n'y a qu'une équipe à 9 points, c'est Aston Villa, mais il y a des équipes qui n'ont pas encore joué, comme Brest, qui a 6 points en 2 matchs. Alors, le Brest n'ira pas la gagner, n'ira pas probablement pas au bout, mais en tout cas, ils sont là pour le moment. Donc, si on devait retenir du positif, c'est certainement cette victoire. Mais voilà. Avant de faire nos tops et nos flops, ou plutôt nos flops et nos tops, messieurs, petite ouverture sur le match de ce week-end. Louis, t'en as un petit peu parlé. La question est simple. Euh, si vous étiez le coach, non pas ne vous mettez pas dans la tête d'Arteta, mais si vous deviez faire, vous, la composition d'équipe, messieurs, comment vous évolueriez face à Liverpool à la maison? Alors, le système, je sais pas, mais en tous les cas, je mets Nwaneri, ça, c'est clair et net. Parce qu'au bout d'un moment, on peut plus tourner autour du pot.
Et Arteta essaie tant bien que mal depuis X semaines de ne pas l'utiliser, mais on commence à manquer de solutions. Et alors, prêt ou pas prêt, on doit tester la solution parce que, comme on disait en début de podcast, Odegaard va revenir et au final, bon, c'est pas ce que Nwaneri est capable de faire et s'il est vraiment capable d'être le backup d'Odegaard. Donc, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, peu importe, mais dans tous les cas, je lance Nwaneri, je lance le Voilà. coup de poker Nwaneri parce que Guardiola, quand il a fallu lancer Foden, il a pas hésité. Donc, on doit pas hésiter non plus. Moi, 1000%, je mets un 4-2-3-1. Bastien, pardon, Louis, du coup, tu verrais quoi comme 11? Alors, là, on en connaît deux. Tu mets Raya dans les buts et tu mets Nwaneri, mais tu mets quoi? Bah, et ensuite, je mets une défense à 10 mecs derrière sur une ligne et je mets un seul attaquant, Nwaneri. Ok, ça marche. Non, Bastien? en vrai, je sais pas. En vrai, vu les états de forme de chacun, je sais pas si Saka, apparemment, Saka ne va pas être prêt. Je comprends pas Je comment il pense peut pas pas. non plus. Franchement, le sélectionneur dit que c'est pas grave et on va se manger Saka qui est pas là pour un des matchs de la saison. Donc ça, je ne comprends pas non plus. Donc après, bah, Oui, parce que Saka n'a même pas repris l'entraînement. Il est incapable de reprendre l'entraînement pour le ouais, moment. mais de toute façon, Mm. enfin, bref. Bastien. Moi, je mettrais surtout de l'expérience sur la base arrière parce que ils sont quand même en forme. Et devant, en fait, devant, je mettrais la jeunesse et du sang neuf. Pas des joueurs fatigués comme on a pu avoir ce soir et pas des joueurs qui doutent. Parce qu'en fait, c'est Liverpool et faut apporter de la folie un peu à cette affaire-là parce qu'on est quand même face à on va faire face à une défense qui c'est l'une des meilleures défenses du championnat, qui a pas beaucoup pris de buts. Trois buts. Mais 3 buts ouais, depuis le début du championnat. donc c'est 3 buts en 8 matchs, si je me trompe pas, un truc comme ça. Ouais. Euh, et il va falloir apporter quelque chose de nouveau, du sang neuf, qu'on voit qu'ils n'ont pas forcément vu à la vidéo et qu'ils n'ont pas forcément étudié. Donc là, je rejoins Louis sur le sujet Noaneri. Mais pourquoi pas plus en fin de match? Moi, j'ai envie de dire, il y a des jeunes, là, quand on regarde le banc ce soir, il y a plein de jeunes. Alors, je dis pas de les faire jouer tout le match, mais punaise, lançons les pépites qu'on a à l'académie. Si on les montre pas et qu'on leur donne pas de la confiance, c'est pas comme ça que ça va marcher, quoi. Axel? Ouais, j'avoue que Louis disait un truc hyper pertinent. Le truc, c'est qu'on n'a pas la forme de tout à chacun. Hmm. Mais bon, je pense déjà que moi, en défense, moi, j'aurais mis Gabriel et White. Parce que ça a très bien marché la saison avant Saliba. Mm. Euh, et puis à droite, après pareil, c'est que tu connais pas la forme de tout à chacun, mais bon. À droite, pour moi, j'aurais mis Lewis Scully, hein. Je l'aurais mis là, j'aurais testé. À gauche, ben, si Calafiori est pas disponible, à la rigueur, franchement, je préfère même Kivior Putain, contre à gauche Salah. que. Ouais. Ouais, mais pour moi, c'est plus solide défensivement Kivior Zinchenko. que Zichenko. Ouais, Zichenko, franchement, j'en peux plus de lui. Donc, lui, c'est mort. Ensuite, ouais, au milieu, j'aurais mis Rice, Partey et Nwaneri pour le soutenir. En gros, eux, ils sont là, ils font les efforts afin que le petit puisse faire ce qu'il a à faire. En attaque, en pointe, bien sûr, Havertz. À gauche, Lui. Martinelli. Et à droite, Trossard. Voilà. Moi, c'est ce que j'aurais fait, tu Ouais. vois. Sachant que là, Je, clairement, pardon. Oui, je sais pas qui voulait prendre la parole. moi, je suis quasiment sûr qu'il va mettre Rice défenseur central. Qui se souvient l'année dernière en Ligue des Champions quand Ah, Saliba putain. était blessé et qu'il avait mis Rice en défenseur central en disant que oui, il a joué défenseur central en étant jeune, c'est un défenseur central de formation, donc il est capable de jouer à ce poste-là. Et je Ouais, suis quasiment sûr. et quand il jouait au foot au City avec ses potes, il était neuf, mais leur neuf aussi, tu vois. Ouais, mais Rice est vraiment formé défenseur central. Je suis quasiment sûr qu'il va Oui, mais mettre bien sûr. White, il va mettre White à droite, Rice dans l'axe avec Gabriel, et à gauche, il va mettre celui qui est capable de marcher. Ah, s'il fait ça, Après, je après, suis dans après le franchement, déprime. franchement, cette idée-là, moi, je suis même pas contre. Moi, je la trouve même pas teubée, hein. Parce que Ray, c'est quelqu'un qui est capable de faire beaucoup d'efforts, qui a du physique, qui peut faire les choses. Après, le problème, c'est toujours pareil. C'est que si tu retires Rice, comme dit Bastien, soit tu mets Ventoline, Ouais, ou soit Ventoline. tu mets, soit Non, tu bah mets, après, soit, l'année soit tu mets dernière, Jorginho, ou Jorginho, alors tu mets Partey. Jorginho.
Oui, La, ou alors tu la, mets la Jorginho saison, Kanté, la il va saison aller, tu dernière, vois. le double pivot Jorginho, Partez contre Liverpool. D'ailleurs, bah, Jorginho revient et fait homme du match hein, sur ce match-là. Il a été énorme le jour-là. Mm. hein. alors Ouais, mais certes à à la rigueur, sur les transitions offensives, on va un peu galérer, Mais on c'est avait Martinelli l'année dernière. Là, on l'a pas. ouais, On avait Ødegaard, pardon. Cette année, on ne l'a pas. mais après, tu mets un Nwaneri au-dessus. Enfin, il faut, de toute façon, on a de moins en moins de certitudes. Donc, il faut Hmm. qu'on en recherche et qu'on en retrouve. Et si on tente Mm. rien, ben, on trouvera pas de nouvelles certitudes. Ça, c'est un Mais truc pour clair et moi, net. le cas de 3-1, pour moi, il apporterait beaucoup de stabilité parce que Liverpool est quand même en très grande forme et on est déjà à 4,2. Et si là tu perds, si tu bascules à 7 points, ça commence à faire beaucoup Oui, et courant puis, octobre. hein. derrière, tu joues Newcastle et Chelsea. Donc, tu perds Liverpool et derrière, tu tapes Newcastle et Chelsea en étant mentalement, on va dire, au Au plus fond du bas. trou, ouais. Bah, tu peux tout perdre là sur le mois de novembre. Et c'est pas contre Preston que tu vas reprendre de la confiance, quoi. Non. Ouais, affaire à Et- suivre, messieurs, ce week-end. Messieurs, à moins que vous ayez envie de rajouter quelque chose, je vous propose de passer à vos flops et à vos tops. Donc, traditionnellement, on va commencer par les flops. De 1 à 3 joueurs, ou en tout cas 3 flops maximum. Vous pouvez mettre 1, 2, comme vous voulez. Et on viendra avec les tops pour terminer. Allez, parole à l'invité du jour. Tes flops, Axel. hmm, Trossard. Trossard, Jesus. Ouais, ça, c'était vraiment mauvais. Et il y a qui a été aussi mauvais, quoi? Ouais, je crois. La liste est longue. Non, mais j'essaie de voir le plus mauvais. Ah, les Merino. Ouais, Merino, c'était pas la folie. Franchement, Ça marche. c'était vraiment pas Bastien? bon. Mais Trossard, j'ai l'habitude de le soutenir, mais là pour le coup, il va être dans les flops. L'ambiance à l'Emirates, où j'ai dû monter le volume de la télé carrément. Et puis c'est pour dire que le match était très intéressant parce que dans les flops, je vais citer le changement de crampon de Ben White. Voilà, il est passé chez Under Armour, je trouve ça moche. Donc je me suis tellement fait chier que je regardais les crampons. Voilà. Pourquoi pas? Louis, tes flops, s'il te plaît. Bah, bon, franchement, les flops, je pourrais dire à peu près tout le monde, mais je vais dire le 11 de départ, le choix de coaching, et puis et globalement la soirée en général. Flop. Ouais, le match Oui, en lui-même. le Ouais. package complet, c'était un flop monumental. Ouais. Moi, je vais rejoindre Bastien, mais je crois que c'est lié finalement. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Ça faisait quand même très très longtemps qu'on n'avait pas vu l'Emirates, même en semaine, se vider avant la fin du match. Et je trouve que c'est assez Symptomatique. symptomatique de quelque chose qui va pas bien en ce moment, parce que quand tu vois le prix des places, si tu dois attendre 6 minutes. Après, le tube, il débite toutes les 3 minutes à l'arrêt Arsenal, donc t'es pas à 3 minutes près, quoi. Je veux dire, à l'heure Mhm. qu'il est, en plus, le match, il est à 20 h en Angleterre, donc ils sont partis, il était même pas à 22 h tu vois, même s'il y en a qui ont de la route ou 1 heure de trajet. Et sachant que en plus de ça, tu menais que 1-0 et que c'était un petit peu chaud. Donc je trouve que ouais, il y a quelque chose. Attention à ça et j'ai pas aimé ouais j'ai pas aimé trop ça ouais, j'ai pas aimé le match de Trossard ouais. Et Gabriel Jesus je pense qu'il a vraiment laissé passer sa chance même si dans la percussion il avait l'envie mais je crois qu'il ça commence à être très très compliqué. Allez, finissons sur une bonne note si vous en avez une, messieurs. Vos tops. Louis, je te laisse la parole. J'en ai pas, donc je laisse la parole à Axel. Magnifique. Moi, Et franchement, Axel, j'en ai. Hein. Moi, Martinelli, je suis très, très content Oui, de c'est son vrai, allez, match. un ouais, peu. c'est quand même dur parce que Martinelli Martinelli, je suis partait. très content de son match. Partey, moi, j'ai adoré. J'ai adoré quand il était milieu. Et quand même, je dis que c'est logique, mais ça reste quand même un top pour ce match-là. Raya était là pour 2 moments importants, pour un centre où il a bien dégagé en se couchant, et l'autre arrêt qui il se déploie très vite. Donc voilà, moi c'est vraiment mes 3 tops du match. J'aurais mis Martinelli en top s'il avait converti son occasion en deuxième mi-temps. Là, à un moment, L'enroulé, là, ouais. ouais, il a enroulé, mais comme Martinelli a la fâcheuse tendance à ne jamais concrétiser les occasions quand il est tout seul devant le but.
Donc, Bon, donc voilà. il était quand même excentré au troisième poteau, mais oui, Ouais, mais c'est. enfin, j'ai vu le résumé. Enfin, alors, on voit pas les comparer le talent des deux joueurs, tu vois, mais j'ai vu le résumé du match du Real avec Vinicius. Vinicius, c'est la même, c'est Bah, ficelle, hein. peut-être pas, ouais, peut-être pas comparer les deux. D'ailleurs, j'ai vu le Real, Non, peut-être pas comparer les deux, le mais scénario du match de Real, le Real reste le on, Real. on peut pas comparer les deux, mais quand il faut tuer, quoi. Et Martinelli, quand il faut tuer, parfois, il a un peu de mal. Ouais. Oui, clairement, ouais. Mais, Bastien, mais tu vois, pardon. Raoul, je suis pas Oui. d'accord avec toi. J'aime pas quand vous dites ça. Faut pas comparer. Bien sûr, faut comparer. Tu veux qu'on se compare à qui? À Brest? Non, mais Je m'en fiche. non, mais de mettre Martinelli Franchement. au niveau de Vinicius, je suis pas d'accord. Tu peux pas. Même, Non, je mets même pas attends, Saka au niveau de Vinicius. voilà. On est d'accord. Mais Louis a raison dans son raisonnement que il veut que Martinelli s'approche de Oui. ce gars-là. Tu vois, il faut qu'il ait ça comme élément de comparaison. Je suis désolé. Faudrait Il a les demander à capacités Thierry pour. Henry de le former à l'enroulé du pied droit. Ça serait une bonne Non, chose. parce que on peut dire ce qu'on veut. On dit oui, Vinicius, Martinelli n'est pas à son niveau. Et on se rappelle de Vinicius au début du Real? On se rappelle ou pas? Parce que Vinicius s'était claqué au sol. Hmm. D'accord? C'était très, très claqué au sol. Sauf que derrière, il y a eu un travail de sa part, des choses. Et puis, c'est comme ça qu'il a réussi à faire les choses. Donc, non, Louis, il a raison. Merci, Louis. Bastien? Bah, pour les tops, moi, il y a Havertz. Et puis Martinelli avec ce qu'il a injecté et la première mi-temps de Partey. Oui, ça c'est vrai aussi. Ça c'est vrai que j'aurais pu le mentionner aussi, mais Partey était très bon sur sa première mi-temps. La première mi-temps, ouais, il a gazé un peu et il a mis de l'impact physique avec le volume qu'il a imposé au milieu ukrainien. Moi, j'ai bien aimé. Avec ses grandes jambes là, puis qu'est-ce qu'elles sont grandes ces jambes. Oh. Bah, ça m'embête un petit peu, mais je vais vraiment pas copier, mais j'ai vraiment les mêmes tops. Pour moi, Martinelli sur l'ensemble de son match, et je pense que son titre d'homme de player of the match est justifié, en tout cas dans les 14 joueurs qui ont évolué. Ça sera mon vrai top. Euh, Partez en isolant que sa première mi-temps, parce que, encore une fois, et c'est pas une critique parce qu'il n'y peut rien, mais partez arrière droit, je pense qu'il n'aura jamais le trophée d'homme du match et c'est pas là où il sera mis en valeur. Mais en tout cas, la première mi-temps qu'il a faite, pour dire quand il est pas bon, on le dit. Et là, il faut quand même souligner qu'il a fait une excellente première mi-temps. Et moi, je m'arrêterai là. Je mettrai même pas Havertz parce que Havertz, si il va se fracasser le nez ou le front contre la chaussure du défenseur et qu'il va mettre la tête d'une façon ou d'une autre sur l'action qu'il a, ouais. Mais je trouve que pareil, tu vois, le vrai attaquant, il s'en fout. Tu mets un Haaland que j'aime pas du tout, et défenseur ou pas défenseur, il y va, il arrache tout, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais visiblement, on a tous vu le même match et on a à peu près tous la même sensibilité. Messieurs, je vous remercie de votre présence. Encore une fois, on termine bien tard. Il est minuit et demi, en tout cas en France. Donc, C'est ça. toi, Axel, t'as encore quelques heures devant toi. Moi, je Ouais, vais ça va, aller. Ouais, 18h30. Donc, tranquille. ça Moi, je va. vais encore faire le montage et la publication. Mais Bastien et Louis, je pense qu'ils vont pas tarder à aller faire plein de rêves d'Arsenal et de ce Oui, tout à fait. magnifique match. Et je sens que Louis, il est déjà tellement motivé pour le match de ce week-end Ah non, franchement, il est déjà en train de réfléchir dans quel bar il va aller fêter la victoire ou alors de jamais, quelle jamais, bière non, belge jamais. il va boire. Je pense que j'ai jamais, ça fait longtemps que je n'avais pas été aussi terrifié par un match qui approche. Et là, je suis vraiment terrifié. Parce que je viens de voir Arteta qui dit oui, bah Saka, il risque de pas être là, etc. Je me dis, ouh là là. Ouh, ça Non, peut être long. en plus, moi, j'ai le malheur que mon chef cuisinier soit fan de Liverpool. Alors, je vous dis qu'on a gagné l'année dernière, comment je l'ai vanné. Mais là, je sais que je serai au boulot. Et lui aussi, du coup. Franchement, Ouais, mais oh là là. Axel, tu vois, en tant que manager, c'est le moment de lui dire, prends ton dimanche, prends ton week-end, je fais appel à un extra, je ferme la cuisine et on se revoit dans quelques jours, tu vois. Ouais, franchement, j'aurais adoré. J'aurais adoré ne pas être là. Mais dis-toi qu'à chaque fois qu'Arsenal perd, là, on a perdu ce week-end. euh, Toute mon équipe elle me vanne. En fait, tous ceux qui suivent le foot, il y a des fans de Lyon, de Liverpool ou d'autres équipes. Il y a même un fan d'Anderlecht. Mais dès qu'on perd, là, c'est la foire aux vannes, quoi. Donc, bon, comme dit Louis, on verra, hein. Franchement, j'ai hâte de voir. Après, c'est un moment dur où on sait si Hmm. on est une grande équipe ou pas, hein. C'est à ces moments-là que. Et on a la chance de le jouer à la maison ce match-là, hein.
Donc, Mm. on est capable, en mettant un petit peu en mettant beaucoup d'ingrédients, de volonté, etc. Et puis là, ça va être un match d'hommes, hein. Donc, à un moment donné, même si c'est pas beau, il faut aller chercher à minima le match nul. Mais je crois que la défaite, elle est vraiment pas recommandée, même si la saison est encore longue. Mais, euh, mais ça sentirait vraiment pas bon. En tout cas, on croise les doigts. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui seront avec nous dans le podcast. Axel, encore une fois, vraiment, merci d'avoir participé. C'était vraiment cool de te revoir et de t'entendre. Et bah, tu es ici chez toi, tu le sais. Donc, quand tu as le temps et que tu en as l'envie, il y aura toujours une petite place pour toi. Messieurs, Ben, merci à vous pour l'invitation, hein. très bonne journée. En tout cas, en tout cas, il y a une affinité Louis-Axel au niveau du foot qui s'est faite ce soir, que tout le monde entendra. Non, mais Euh, Même Bastien, Mm. franchement, j'ai écouté, j'ai trouvé ça super intéressant. Bon, toi et moi, on se connaît, mais franchement, Louis et Bastien, j'ai trouvé ça super intéressant. Et comme je le dis, encore grosse fierté de voir ben, ces gars-là sur le podcast parce que ben, ça reste super pertinent. Et moi, je suis souvent d'accord avec leur vision. Donc, non, j'aime, franchement, j'aime beaucoup. Donc, continuez comme ça, les gars, et bah, félicitations c'est encore super pour sympa. tout le boulot. Il me reste à inviter les auditeurs à nous suivre, toujours pareil, sur les différents réseaux sociaux, pardon, que ce soit Facebook, X, Instagram. Les notes du match sont sorties. Allez les voir sur le site internet et bah, retrouver très rapidement de nouveaux articles, que ce soit les avant-matchs. Je pense que ça sera le prochain, à moins qu'il y ait un article un petit peu secret qui ne sorte. Mais je pense que le prochain article sur le site, ce sera l'avant-match du match de Liverpool. Et c'est toujours très bien écrit, très bien fait, très documenté. Donc allez voir le site, il y a vraiment des trucs sympas à lire. Messieurs, à très bientôt. Ça reste que du foot. Vive le foot, vive Arsenal et à très bientôt. Bisous bisous, ciao ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.